Aujourd'hui, on est avec Léandre. Ça me fait rire. À cause de Réal. Oui, à cause du souper qu'on a fait la dernière fois. Puis là, j'étais comme Léandre, je pensais qu'on attendait quelqu'un. Ouais. Moi, j'avais compris Réal. Mais non, c'est Léandre, je me reprends aujourd'hui. Bon. Pour parler de philosophie. Oui, exactement. Puis je pense qu'on pourrait peut-être commencer par savoir de un, qu'est-ce que c'est la philosophie pour toi? Puis, ou qu'est-ce que c'est en général, la philosophie? Puis pourquoi, en fait, c'est important pour toi? Parce que j'imagine que si tu veux y dédier un certain nombre d'heures d'études, puis après ça, l'enseigner, ça doit avoir une certaine importance pour toi. Oui. En fait, pour commencer, la philosophie, là, en général, c'est une science humaine dont le sujet porte sur une réflexion critique sur l'être humain et ce qui l'entoure. Fait que, ça peut être vraiment vague, ça peut être c'est quoi l'essence être humain, c'est quoi ce qui l'entoure, c'est-tu réel, c'est pas réel, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que l'être humain? C'est comment que l'esprit de l'être humain fonctionne. Fait que c'est vraiment une grosse réflexion. Des fois, ça peut sembler des questions qui sont longues et qui n'ont pas de fin, mais habituellement, on arrive à des conclusions sur l'essence propre de l'être humain. Arrives-tu à une conclusion ou c'est juste une réflexion puis c'est une porte comme que tu ouvres sur une possibilité? Bien, c'est quand même assez vague. Ça peut être une question qui, justement, ouvre une porte puis que ça va être encore sujet à débat pendant vraiment longtemps. C'est pour ça que souvent, les penseurs, les philosophes vont s'arrêter à une conception, ils vont arrêter à une propre conclusion, mais cette conclusion-là, c'est ce qu'ils vont tenir pour vrai, mais encore là, c'est sujet à débat, ça va changer, ça va être analysé plus tard dans le temps. C'est pour ça qu'on parle encore de Platon, Aristote, des présocratiques, c'est qu'ils ont amené une théorie, ça se tenait, ça a été solide, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Puis encore aujourd'hui, bien, on peut la réinterpréter, on peut la modifier, on peut la nier, on peut la défaire. Les conclusions, en fait, c'est vraiment personnel, parce que si c'est personnel et qu'on n'arrive pas à une conclusion qui est universelle, c'est ce qu'on appelle le problème des universaux. Est-ce que chez les êtres humains, il y a un concept clé qui va tous nous unir, puis qu'au final, on va tout arriver à la même conclusion? C'est le problème des universaux, ça fait hyper longtemps que ça existe, puis que les gens essaient d'y répondre, puis on n'est jamais... Justement, ça, c'est une des questions qu'on n'a pas encore trouvé une réponse, ça perdure. Fait que non, c'est sûr qu'il y a des questions philosophiques qui vont être plus arrêtées, on arrive plus vite à une conclusion, puis il y en a d'autres que c'est beaucoup plus long avant d'arriver à une conclusion. Là. Puis toi, qu'est-ce qui fait, mettons, que t'es arrivé là-dedans, dans la philosophie? C'est quoi que tu tripais à la base, même avant? Parce que, je pense qu'on a de la philosophie juste, mettons, à partir du cégep. Ouais. Mais est-ce que tu t'intéressais à ça avant? Bien, plus ou moins. C'est sûr que moi, dans mon parcours d'études, avant le cégep, j'en faisais sans le savoir. Tu sais, je veux pas les cours d'éthique présentement qui se donnent au secondaire, c'est beaucoup des questions de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moral. On est un peu déjà baigné un peu là-dedans, mais c'est vraiment rendu au cégep que là, j'ai vraiment eu un gros kick là-dessus. Puis ça a été le fruit d'un de mes enseignants, là, Olivier Lecomte à Victoriaville, vraiment, qui m'a fait cliquer à la philo. Il m'a donné le goût à ça. Pourquoi? C'est que philosophie, souvent le préjugé qu'on a, c'est que faut penser comme le prof, les idées sont déjà montées, il faut apprendre, c'est du par cœur. Mais en réalité, lui, il l'a prouvé dans son cours, c'est que c'est très différent. On arrive, tous les arguments, toutes les opinions peuvent être bonnes, il faut juste que ça soit bien formulé. Puis des fois, c'est sûr qu'au cégep, il faut commencer avec la base de la philosophie, puis la base de la philosophie, où est-ce que c'est généralement admis que c'est né, c'est en Grèce antique, puis c'est pas nécessairement des trucs qui sont simples à apprendre. C'est une langue morte, c'est des théories qui sont très loin, une réalité très différente de nous. C'est pas tout le même concept politique puis de société qu'on a actuellement. Fait que c'est sûr que des fois, désolé l'anglicisme, mais tu arrives dans le cours puis c'est boring. Là, tu comprends pas, ça te rejoint pas. Tandis que lui, son approche, une approche un petit peu plus jeune, un petit peu plus appliquée, on arrivait, il nous présentait des problèmes qu'on avait actuellement dans notre société contemporaine ou post-contemporaine, il nous présentait ça. Puis il faisait le lien avec les penseurs grecs dans la dernière partie du cours, comme faire un lien de regarder les problèmes qu'on a actuellement, ça a déjà été pensé. Puis ça, c'est vraiment, à base, j'étais un passionné d'histoire, puis j'étais ébahi en avant de ça. Je me suis dit, c'est donc bien génial. Puis ensuite de ça, dans mon parcours scolaire, moi, j'avais comme objectif de faire des études en sécurité publique. Puis finalement, j'ai changé d'idée, puis je me suis dit, au lieu peut-être de protéger les gens physiquement, je vais les protéger psychologiquement. Parce que pour moi, la philosophie, c'est ça. C'est une technique, c'est une méthode de réflexion pour pouvoir protéger notre tête, protéger nos pensées, nos opinions, puis être capable de construire quelque chose qui est solide pour justement pouvoir débattre, se construire sa propre critique sur soi-même. Se maîtriser soi-même. Exactement. Parce que surtout dans notre société actuelle, il y a des divergences d'opinion puis une pluralité de société.
Pour vrai, avec les réseaux sociaux, avec Internet, nos frontières sont éclatées, tout le monde dit n'importe quoi. Fait qu'on peut être un peu perdu là-dedans, dans ce cosmos d'idées-là. Puis la philosophie est vraiment là pour venir faire des décisions. Ah, je me dirige vers quoi? Ah, j'adhère plus à ça, puis je vais être capable de défendre mon point de vue. La philosophie, il y a une des branches, il y a différentes branches en philosophie. Là. Habituellement, il y en a 7. Là, on a anthropologie, les questions sur c'est quoi l'être humain, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal. On a des questions de métaphysique, qu'est-ce qui est plus grand que l'être humain, ce qui n'est pas visible à l'œil. Fait que souvent, au Moyen Âge, on parlait de philosophie théologique. Bien, c'était un peu de la métaphysique. Là. La métaphysique, c'est une relation compliquée, mais on peut quand même les intégrer là, vulgairement ensemble. C'est comme les dieux, mettons? Oui, exactement. Là, les métaphysiques, c'est réfléchir. La question générale, c'est l'être en tant qu'étant. L'être, qu'est-ce que c'est? C'est quoi être? C'est outre la conception matérielle ou naturaliste qu'on peut avoir. Vraiment, on ne peut pas l'observer. C'est quoi l'être? Qu'est-ce qui fait qu'il est là? Fait que souvent, c'est la métaphysique qui s'occupe de ça. Puis, la métaphysique, dans sa forme ontologique, là, quand on décortique, méta, c'est au-dessus, physique, c'est nature. Fait qu'est-ce qui est plus grand que la nature? Après ça, on a l'épistémologie. Où est-ce que la connaissance humaine peut s'étendre? Qu'est-ce qu'on peut connaître? Jusqu'où on peut aller? Ensuite de ça, il va y avoir l'éthique. Qu'est-ce qui est bien, juste, mal ou pas correct? On a l'esthétique. Souvent, c'est une question qui revient là, de plus en plus avec l'art abstrait. Là, au début du 20e siècle, ça revient. Qu'est-ce qui est beau? Est-ce qu'il y a un beau universel? Est-ce que c'est juste subjectif? On discute là-dessus. Sinon, la branche que je voulais peut-être m'embarquer plus, justement pour expliquer pourquoi, c'est la logique. La logique, en fait, c'est une mathématisation du processus intellectuel pour en venir à savoir, bon, mais mon argument, est-ce qu'il se tient selon ses prémices? Est-ce que c'est une forme d'argument qui va être logique? Est-ce que c'est un argument qui va être probant? Fait que, exemple, je vais me positionner vers une opinion, vers un point de vue, mais cette orientation-là se fait en corrélation avec mon argument, ma structure logique. Fait qu'après ça, quand quelqu'un qui vient vers toi, bien, tu es capable de te défendre, tu es capable de tenir une position parce que ça a été monté rationnellement et logiquement. Ça a des fondations. C'est comme je me construis une maison, mais j'ai pas de béton qui tient, c'est juste une charpente, puis je mets pas mes 2x4 au 16 pouces, je les mets au 24 pouces, bien, ça se peut que ça se tienne pas. Fait que c'est comme si c'était plus que juste une opinion. Tu Exactement. l'as vraiment comme puiser, tu es allé plusieurs fois te demander pourquoi ça, puis tu as bâti de quoi de... Exactement. Puis tu sais, quand tu reviens à une conclusion finale, tu as des prémices, puis les prémices, quand tu les construis, tu regardes, c'est quoi les réfutations, les contraintes possibles, comment que je peux contre-argumenter ça. Quelqu'un va me présenter un point de vue qui va être adverse, qui va être contraire, bien, j'ai déjà réfléchi à cette objection-là, puis je suis venu avec un autre argument. Fait que là, ça fait que tu viens avec un bâtiment qui est hyper solide, tu es capable de tenir ton argument, puis de tenir ton bout, en bon français. Mais ça demande, tu sais, tout ça, ça demande vraiment du temps qu'il faut que tu réfléchisses justement à tes questions. Puis c'est ça, des fois, que j'ai de la difficulté à avoir des discussions ou à argumenter, ou des fois, le monde, tu jases avec, puis tu es comme, tu sais, toi, tu as tout le temps raison. Bien, j'ai pas tout le temps raison, mais j'ai peut-être pris beaucoup plus de temps de réfléchir à ces choses-là, tu sais. Fait que à partir de là, est-ce qu'on peut... Puis c'est ça que j'ai aimé, tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, bien, c'était un échange, tu sais. On est tous là pour partager, pour débattre, puis voir, tu sais, moi, ma prémisse, mettons, c'est quoi? Tu sais, sur quoi je me base? Tu sais, qu'est-ce que je pense que c'est le monde? Il va falloir que je me sois posé la question au moins une fois, tu sais, pour... Fait que, tu sais, avoir trouvé une prémisse, puis voir, tu sais, sur quelle prémisse, quels gens, bien, en fait, qui se base sur quoi, pour après ça être capable d'argumenter, puis voir, tu sais, sur quoi ça se base. Tu sais, c'est sûr que si moi, je crois, mettons, au dieu du vent, puis au dieu de ci, puis au dieu de ça, puis toi, les dieux, ça n'existe pas dans ta vie, c'est sûr que ça va être difficile d'avoir... Mais on peut quand même trouver un terrain d'entente, je pense, entre les deux aussi, là. Oh oui. Tu sais, mettons, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en philosophie, puis veut commencer à développer son argumentation logique, est-ce qu'il y a un point de départ? Est-ce qu'il y a... Bien, c'est sûr que moi, mon point de départ, puis je le considère comme le remède de tous les maux, c'est l'éducation. Puis quand je parle d'éducation, c'est pas nécessairement l'éducation qui va être institutionnalisée. Tu n'as pas besoin de passer par les institutions scolaires. Récemment, je parlais à quelqu'un qui fait son DEP en électricité, puis il était là, je suis en électricité, je ne suis pas nécessairement dans un domaine très intellectuel comme ce que ça peut être les sciences humaines à l'université ou des trucs comme ça. Mais déjà, exemple, lui, il est habitué de passer son filage, plier son tuyau de PVC de même, c'est le même qu'après l'école. Il est hyper conventionnel, bien, c'est sûr que veut pas ton esprit se ferme dans cette action-là, même si c'est pas une action intellectuelle. Mais tu sais, si tu restes ouvert, tu t'informes, quelqu'un, exemple, qui va être un mécanicien, ben moi, je fais des silencieux à longueur de journée, je fais mes soudures tout le temps de même.
cette personne-là va être fermée, mais je vais aller faire mes cours pour... Elle est plus portée à être fermée. Exactement. Parce que comme c'est le même qu'on fait les choses, puis tu sais, je vais tout le temps les faire de même parce que ça fonctionne, puis c'est ça. pas une façon Puis il veut pas vraiment sortir de sa zone de confort, ça va être de même, tout à fait de même. Mais tu sais, justement, le mécanicien ou l'électricien qui va s'informer, mon tuyau, à cette heure, je pourrais le passer de même, c'est plus efficace, je réduis le risque de feu électricité. Si le mécanicien, je vais aller faire mes cours pour les véhicules électriques, changer les batteries, bien déjà, tu sais, même si c'est dans son propre domaine, c'est pas nécessairement à l'école, dans la formule scolaire habituelle, dans la même recette, bien déjà, tu t'ouvres un peu. Puis en ayant cette action-là, tu es capable de le transmuter dans tes sphères sociales autour. Ben tu sais, moi, je me tiens tout le temps avec ces gens-là, mais je rencontre quelqu'un. Tu as déjà cette espèce de... Fait qu'en ayant une certaine pédagogie, en essayant de s'éduquer, bien, on vient justement à ouvrir les horizons. Puis en ouvrant les horizons, c'est sûr qu'on va être en contact avec plus de choses, on voit une plus grande pluralité de points de vue. Puis là, on vient à catcher, ben cette personne pense comme ça, moi je pense comme ça. On est déjà embarqué dans une démarche un peu logique. C'est sûr que, pour moi, l'exemple de la lecture, puis s'informer via les médias écrits, c'est important, mais ça, c'est sûr que c'est peut-être un point de plus. C'est pas à cause que le mécanicien va s'informer plus comment marche l'auto électrique spontanément, demain, il va se mettre à lire le devoir. Ça ne passera peut-être pas de même, mais j'y souhaite, en tout cas. J'y souhaite de bâtir. Puis c'est sûr, il y a des œuvres qui sont dédiées à ça. Puis philosophie, les œuvres, ça aussi, il faut s'éduquer, il faut chercher à essayer de comprendre parce que ça peut être très, très, très vague. Il y a des œuvres, je me mets à lire du Nietzsche ou du Spinoza, c'est écrit hyper poétiquement, dans une forme super ardue. Mais c'est peut-être pas nécessairement le bon point pour commencer. Là où est-ce que tu référerais les gens pour commencer la philosophie? Exactement. Mais tu commences avec des livres sur la communication. Un des bons exemples là-dedans, puis selon moi, c'est la Bible pour n'importe qui commence la philosophie. Un petit cours d'autodéfense intellectuelle de Norman Baillargeon qui apparaît chez les éditeurs Luxe. Lui, c'est un petit livre, c'est 200-300 pages de mémoire. Puis, en fait, il décortique vraiment les procédés logiques pour développer une argumentation. Il parle un peu des médias écrits, de ça appartient à qui, c'est une source fiable, comment les décortiquer. Puis il parle surtout aussi, il fait un gros étalage, puis il explique de manière très humoristique les sophismes. Sophismes, que c'est en fait, c'est des entraves au dialogue, c'est des procédés, c'est soit utilisé intentionnellement ou non intentionnellement pour venir changer le discours en notre faveur. Mais souvent, ça n'a pas une forme logique, ça n'a pas de sens. Fait que si on apprend à les décortiquer, trucs comme ça, ben, est-ce que tu peux donner un exemple, mettons, d'un sophisme ou deux? Par exemple, la pente fatale, ça, c'est un peu facile. C'est comme nos parents, ils en font tout le temps. Là, quand on était jeune, si tu commences à consommer de la bière, tu vas commencer à consommer du cannabis. Puis là, avec le cannabis, là, tu vas commencer à avoir moins d'argent. Puis là, vu que tu as moins d'argent, bien là, tu vas commencer à faire des vols comme ça. Puis là, tu vas aller en prison. Puis là, en prison, tu vas te faire piquer, puis tu vas mourir. Ça se pose peut-être pas nécessairement de même, tu sais. Ouais, c'est un peu, mettons, tirer des conclusions hâtives de tout. Puis c'est eux autres qui font des liens avec ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils connaissent, eux. Puis c'est pour faire peur. Tu entretiens ce discours-là, ben, tu ne veux pas raisonner avec cette personne-là, tu es là, hey, c'est dangereux, je le ferai pas. Ça, c'en est une. Sinon, tu sais, généralisation hâtive, ben ici, c'est Pepsi. Je sais pas, tu as 40 de la population qui boit du Pepsi, bien, tout le monde boit du Pepsi. Ça se passe peut-être pas nécessairement de même. Il faut faire attention. C'est l'appel à majorité. Si on s'invente une majorité, on n'a pas vraiment fait un sondage, vérification, puis on présente ça en gros, puis là, finalement, ben, je vais m'orienter vers ça. Tout le monde fait ça. Ouais. Fait que ça, c'est des façons faciles de ne pas penser. Exactement. On arrive avec des conclusions simples, déjà préconçues. Ça va être ça, de la bonne vieille soupe. Il faut commencer à réfléchir. Ça fait-tu du sens? Mais une fois qu'on est conscient, les sophistes, on les voit tout de suite, bien, c'est sûr, ça aide beaucoup au développement de l'esprit, puis du point de vue, se montrer comme hey, cette personne-là essaie de m'avoir. Fait que, il y a un point de vue, mais ça, c'est fallacieux. Il essaie de m'embarquer dans son mauvais chemin. Quand tu es capable de les distinguer, tu es là, bon, ben, ce point de vue-là, je ne le mettrai pas dans ma recette. C'était qui posait tout le temps les questions? Est-ce que c'était Socrate? Puis, tu sais, comme à un moment donné, il devait faire face à justement des sophistes. Puis, tu sais, juste avec des questions, tu peux sûrement comme faire prendre conscience à cette personne-là que ça se tient vraiment pas. Oui, c'est sûr que Socrate, ça, on tombe dans philo antique, c'est un peu... en fait, on est pas mal certain que Socrate existait, mais on n'est pas sûr parce que Socrate n'a laissé aucun enseignement. Mais c'est repris souvent par Platon. Il y a quelques penseurs dans les écrits, dans les fragments qui nous restent, qui en font mention. Fait qu'on imagine qu'il existe. Socrate, c'est qui réellement? Ça aussi, c'est difficile à lire parce qu'on lit du jeune Platon. Le jeune Platon, c'est sûr que
Platon, c'était un disciple de Socrate, c'était un de ses élèves. Fait que les premiers discours de Platon, on est capable de sentir vraiment la sauce socratique. On catch que c'est Socrate. Parce qu'il n'a pas encore comme son... Il n'a pas développé son propre esprit. Puis là, à la fin, il reprend Socrate, les exemples de Socrate, parce que Platon, en fait, c'est pas des livres, on lit pas du Rousseau, on lit pas du Leibniz, c'est vraiment des discours. Toutes ses œuvres sont montées en forme de discours, puis il reprend toujours le personnage de Socrate. Mais c'est sûr qu'à la fin, les segments où est-ce que Socrate parle, ça sonne plus Platon. On le voit que là, ça change. Là. Puis ça, Platon, ça, c'est le tien. Est-ce que c'est lui, ton philosophe, comme que tu voulais étudier plus? Oui, Platon, c'est sûr que c'est, mettons, dans les penseurs antiques, c'est pas mal lui qui me rejoint le plus, parce que ses conceptions sont encore prises aujourd'hui. Puis Platon, je trouve qu'on devrait en parler plus, puis on devrait creuser plus, parce que ce qui arrive, c'est qu'après Platon, on a eu Aristote. Aristote, qui était l'enseignant d'Alexandre le Grand, c'est quelqu'un qui, aussi dans le même ordre, c'est un élève de Platon. Mais le problème, c'est qu'Aristote, il faut que je le concède, c'est le premier à avoir touché à tout, d'avoir fait tous les champs de la philosophie. Puis quand on est tombé dans l'ère moderne, après la naissance, la mort de Jésus, c'est plus la vision d'Aristote, sa vision naturaliste, empiriste, qui fitait avec la doctrine judéo-chrétienne. Okay. Fait que c'est sûr que Aristote, tout le monde en parle, ça a été repris tout le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, je ne veux pas, on court quasiment 1000 ans. Ça a été le gros penseur mainstream le plus populaire, tandis que Platon, il a été laissé un peu aux oubliettes. Puis Platon, moi, je le considère quand même simple à comprendre, mais c'est sûr qu'il faut posséder quelques clés pour le décortiquer. Puis il y a certaines choses que Platon dit que ça peut nous sembler tellement contre-intuitif, mais si on regarde dans la société actuelle, ça fait du sens. Dans la République, dans un des livres de la République, Platon, il va en fait, dans la République, juste me mettre en contexte, c'est qu'il construit une espèce de république, une ville qui serait idéale, mais pas nécessairement qui nécessite d'être appliquée, pour débattre justement des questions de politique, c'est qui devrait gouverner, c'est qui devrait travailler. Il vient, puis après ça, il transpose ça sur les fonctions humaines, le corps humain. Puis là-dedans, il fait une espèce de hiérarchisation des systèmes politiques. Puis ça fait vraiment du sens. Puis quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Fait que, Platon, en premier, il va parler de l'aristocratie, c'est le meilleur système. Pourquoi est-ce que ça va être le meilleur système politique? C'est parce que c'est les gens qui sont les plus experts, les mieux formés dans leur domaine, qui vont être capables de diriger cette branche-là. Fait que, exemple, le philosophe, on prend l'allégorie de la caverne, que tout le monde est comme un peu tanné d'entendre parler, mais c'est quand même important. La personne qui sort de la caverne, qui constate c'est quoi le bien, c'est quoi les universaux, c'est les idées avec un I majuscule, ce qui est les meilleures choses pour l'être humain quand il redescend, bien, c'est lui qui devrait être capable de diriger, parce que lui, en étant en contact avec ça, le philosophe, naturellement, est désintéressé. Fait que quand tu le mets au pouvoir, il n'y a pas de place qui est de la corruption, il n'y a pas de place qui dévie la population. Si le philosophe, il sait ce qui est bon, puis il va le faire, puis ça va ruisseler sur les autres. Fait que selon lui, exemple, dans son système, lui, le philosophe, c'est lui qui occupe la position d'aristocrate, c'est lui qui devrait être au pouvoir. Après ça, on a la timocratie qui invente. La timocratie, c'est les plus forts au pouvoir. Après ça, l'oligarchie, les plus riches au pouvoir. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Lui explique que le passage de l'oligarchie au prochain système, qui est la démocratie, qui est l'avant-dernier pire système, c'est que les oligarques qui sont riches, à un moment donné, la population stagne, sont comme il n'y a pas juste les riches qui méritent d'être entendus. Là, ça devient la démocratie. Pourquoi ils considèrent la démocratie comme un peu salace, puis ils considèrent ça comme mal? C'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi, puis ça passe correct. Il va être considéré. Il va être considéré. Mais tu sais, cette personne-là, c'est pas nécessairement la meilleure personne, c'est pas celle qui s'éduque le plus, qui vise vers le bien commun. C'est plus ses intérêts individuels. Fait que là, on rentre dans un conflit. Tout le monde s'obstine, tout le monde essaie de pousser son propre truc. Les gens se mettent à haïr, il y a un peu de peur. Et de ce fruit-là, les gens qui se détestent, puis les gens qui vont valoir leur point, bien, il y en a un qui va ressortir dans le lot, puis ça, c'est le tyran. Puis on tombe dans la tyrannie. Fait que, tu sais, exemple, là, on transpose ça, élection américaine de 2016. On est dans les États-Unis, ils ont des antécédents de on a peur de. Ils sont un peu islamophobes, ils ont peur de l'étranger, c'est la nation, il faut la protéger, autant domestique qu'outre-mer. On est dans un climat de peur, les gens ne savent plus sur quel pied danser, le monde est éclectique, est éclaté. Bien, il y a un tyran qui va sortir puis qui va miser. Lui, il est au courant que c'est sur la haine puis sur la peur qu'il va miser.
on a un personnage comme Trump qui ressort puis qui va venir justement exacerber ça. Puis les gens, ils vont être comme, ben, tu sais, lui, il a catché comment on se sent, puis il utilise ce pouvoir-là pour embarquer. Fait que, tu sais, on regarde Platon qui écrit ça là, à moins 400, puis ce qui se passe en 2016, ça marche. Son pattern, il marche. Fait que moi, c'est pour ça que Platon, je suis un peu ébahi, puis c'est lui qui m'intéresse. Ça ressemblerait à quoi, mettons, ben, ce serait pas une démocratie, mais une structure dans laquelle il y a un philosophe qui est au pouvoir, ce serait un peu genre, c'est pas un dictateur, mais je veux dire, ça serait un dictateur qui a l'intérêt du monde à cœur. Oui, exactement. Et habituellement, le dictateur, il agit dans ses propres sens. Tu sais, il va avoir 20 femmes. Tu sais, on regarde les princes qu'on a déjà eus, ça a des femmes, ça s'agit des chars, là, je ne veux pas tomber dans c'est loin de ça, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais tu sais, ils ont des puits de pétrole, ils sont extrêmement riches. Le philosophe, lui, est complètement désintéressé de ça. Tu sais, lui, son expérience corporelle, c'est plus dans sa tête. Là, tu sais, le confort qu'il a en matériel. Là, je dors bien, j'ai un lit qui fait 1000 pieds de large. Il se détache de ça. Tu sais. C'est pour ça que nécessairement, ça va être lui qui va être le mieux. Mais tu sais, c'est sûr que dans une société actuelle, ça fait pas tant de sens que ça. Mais tu sais, exemple, si on a un ministre de l'Éducation, ce serait pas pire sur quelqu'un, je sais pas, il y a un doc ou des études en pédagogie. Pas quelqu'un qui avait une business avant. Puis, ben, je sais comment que ça marche, le cash. Fait que, ouais, l'ami du gars, ou peu importe. Puis, c'est comme, je suis habile avec l'argent, ben l'école m'a géré ça comme une business. Je vais faire des coupures, l'austérité. Mais ça marche pas de même, l'école. L'école, les institutions scolaires, c'est la richesse du futur. Il faut que tu investisses là-dedans. Tu peux pas couper. Si on devient tout si tout le monde détache de l'école, tout le monde débarque de l'école parce que tu n'as pas les plateformes, tu n'as pas le support qui nécessite jamais des moyens financiers. Si tu coupes là-dedans, mais c'est sûr que ton taux de décrochage augmente. Tu viens avec du monde qui sont peut-être moins éduqués, qui sont moins avisés. Au final, ton produit social collectif, à la fin, il est négatif puis c'est pas bon. C'est tout du monde qui font des choix de moins en moins bons, basés sur on ne sait trop quoi. Ce que les autres valorisent. Fait, je trouve que c'est... La philosophie, pour moi, c'est important, en fait, pour être capable de justement faire mes propres choix puis m'assurer que mes choix se basent sur quelque chose de bien, tu sais. Puis de bien, c'est quoi? Bien, c'est quelque chose de bien selon moi. Puis, exact. Comment tu fais pour en arriver à te dire que ce que tu crois qui est bien pour toi est bon pour les autres, tu sais? Oui, puis la philosophie, tu sais, à part, tu sais, le but ultime, des fois, il faut peut-être se détacher de ça, d'avoir la conclusion ultime qui tasse tout, mais c'est juste de réfléchir, questionner. Sans devenir un grand théoricien des systèmes politiques, puis de l'éthique, la justice, puis d'avoir la personne qui a la clé pour tous les maux du monde, bien, tu sais, au moins de questionner absolument tout, puis sans tomber sceptique, là, mais tu sais, questionner, essayer de chercher pourquoi est-ce que ces choses-là ont lieu, pourquoi ces actions-là sont prises, pour savoir si c'est la bonne chose. On vote à chaque année, on décide d'avoir un gouvernement. Mais tu sais, même si on décide de le voter, des fois, il peut prendre des décisions qui sont contraires à ce qu'on veut. Mais c'est dans notre droit de les questionner. C'est ça qu'il faut faire. Parce que souvent, quand on questionne les gens, il ne faut pas nécessairement voir ça du point de vue de comme je trouve que ce que tu fais, c'est pas correct. C'est pas dans le but de critiquer, mais c'est dans le but d'essayer de complémenter. Tu sais, je vais ben pourquoi tu fais ça? Ah, mais as-tu pensé à ça? Ah non, je n'ai pas pensé à ça. Finalement, la formule est plus gagnante. Ça tient en compte plus des gens, de la majorité. On est capable de bâtir quelque chose qui est plus grand et qui est plus solide. La philosophie, ça cherche à ça aussi. T'aurais-tu un exemple de philosophe qui était au pouvoir à un moment donné? C'est-tu déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité? Je pense pas. C'est sûr qu'il y en a qui ont siégé puis que les philosophes de leur époque qui ont constaté des changements puis qui ont écrit des choses, ça a été adopté. Et je pense à John Locke, Rousseau avec le contractualisme. On est dans la Révolution anglaise. On est la Révolution anglaise au 17e siècle. On est à la Révolution française. Puis ils amènent des systèmes où est-ce que c'est un contrat entre les dirigeants et la populace, puis les deux sont imputables à un et l'autre. On regarde les systèmes actuellement, bien, c'est ça qu'on est encore là-dedans, puis ça fonctionne relativement bien. Tu sais, ça fonctionne, ça a été prouvé. Ces gens-là ne sont pas nécessairement été élus dans une position de pouvoir, mais ce qu'ils ont écrit, leur conception, ça a été repris, tu sais, puis ça fonctionne. Même chose pour les philosophes qui sont un petit peu plus économistes. Là, on regarde le libéralisme, on regarde le keynesianisme, le néolibéralisme. Il n'y a pas personne keynesianiste. Le Keynes n'a jamais été président des États-Unis, mais quand même, ses politiques ont été appliquées, puis ça a été effectif. On ne veut pas, sans occuper la position centrale, je pense que les philosophes, quand même, ont un poids dans la société qui n'est pas négligeable. Si je pense que c'est Sénèque qui
qui s'était mis vraiment comme, qui s'était accroché à Zénon, mais Zénon, c'est un malade, me semble, dans la philosophie grecque, puis il me semble Zénon, il a fini par comme tuer Sénèque. Mais tu sais, je veux dire, Sénèque était quand même là à comme côtoyer un des dirigeants, probablement en se disant comme, est-ce que je vais être capable de changer? Exactement, de le changer. Puis la plupart de son entourage lui disaient, Sénèque, fais pas ça comme c'est un malade, puis du jour au lendemain, il pourrait te faire bannir de la ville ou peu importe. Puis il était au courant de ça, mais c'est ça, j'aimerais peut-être plus savoir pourquoi est-ce qu'il faisait ça, puis ça me fait penser que c'était peut-être son plan. C'est essayer de changer le monde. Exactement, d'aller planter quelque chose dans sa tête à lui qui est vraiment au pouvoir d'un énorme empire. Ouais. Ben, je pense que Platon, son système politique, la République, comme j'ai présenté, les philosophes sont au-dessus. Après ça, on a les gardiens qui sont là pour défendre la cité. Puis ensuite de ça, on a les paysans, les gens plus communs. Mais ce système-là, il n'a pas nécessairement été pensé pour être appliqué à la lettre, mais Platon a quand même essayé de le faire. Il allait voir les deniers là, de la Sicile, puis il essayait de faire appliquer ça. Puis Platon aussi, ça a mal viré une couple de fois. Il est tombé esclave. Ça n'a pas été facile pour Platon. Je pense que Platon, il a essayé, vu qu'il pensait que ça allait être le meilleur système, il a cherché à essayer de l'appliquer. Mais il n'a pas essayé d'abdiquer le pouvoir, il n'a pas essayé de tomber. Je pense que Sénèque aussi, la raison pourquoi justement ces gens-là sont arrivés avec beaucoup de compassion, enfin, c'est qu'ils ont été esclaves une fois dans leur vie. Ils ont su c'était quoi. J'écoutais Ryan Holiday parler de son dernier livre, puis justement, il parlait de Sénèque, puis une histoire. Il dit pourquoi Sénèque me fascine, c'est qu'il était tellement juste bon. Puis quand il était esclave, je pense qu'il y avait son maître qui tenait le bras. Puis c'est Épictétus. OK, oui, en tout cas. Puis il disait, arrête parce que tu vas casser mon bras. Puis là, il mettait de l'attention dans ça. Il disait, arrête, tu vas casser mon bras. Puis il en remettait encore plus. Tard, le bras casse. C'est comme, je te l'avais dit, tu as cassé mon bras. Tu sais, tellement, ce calme-là. Puis tu l'as-tu écouté? C'est fou. Puis il parlait d'un gars, je ne me rappelle plus c'est qui, mais comment que, justement, de développer ce calme-là, puis savoir, moi, je fais la bonne chose. Je pense que c'est un réfugié, pas un réfugié, mais un prisonnier. Puis ce gars-là, dans le fond, il avait été un prisonnier de guerre. Puis là, il l'avait pris, puis il avait dit, OK, on va te prendre toi, puis on va te montrer à caméra, juste pour que tu dises qu'ici, dans cette prison-là, on entretient bien les gens. Fait que, tu sais, voilà un rasoir, puis, arrange-toi. Ouais, c'est ça, mets-toi beau. Il s'est comme coupé en plein milieu du front, puis il a dit, je peux pas faire ça, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est d'avoir des fois une morale tellement forte, puis tu sais, d'avoir cette confiance-là, de faire la bonne action, puis peu importe quoi. Puis j'ai l'impression qu'on dirait que tout cela, il avait pas peur de mourir. Non, c'est ça, on en revient. Ils ont fait justement l'autocritique, ils ont réfléchi, puis le philosophe, quand tu viens des conclusions de comme le but du philosophe, c'est d'avoir un bien commun. Je pense pas aucun philosophe est comme hey, ça c'est la meilleure idée, c'est ce qu'il y a de plus méchant, de plus vil, on fait ça. Il n'y en a pas un qui pense ça. Fait qu'on vient au bien commun, le bien collectif. On vient un fervent, on revient justement à l'argumentation puis la conclusion. Tu viens avec une charpente qui est hyper solide, puis là, tu es inébranlable, il n'y a rien qui va être capable de. Mais c'est ce qui est arrivé avec ce gars-là. Il était inébranlable. Comme c'est même lui qui a fait le choix d'aller. De rester là, je pense. De rester là, parce que plein de fois, ils ont voulu comme. Parce que c'était le fils de quelqu'un de célèbre aux États-Unis, puis ils se sont dit, OK, on va le ramener au pays, lui, parce qu'on ne veut pas trop de mal avec ce pays-là. Puis c'est lui qui a dit, non, je reste ici. Tu sais. Je ne veux pas me faire sortir de cette prison-là parce que je connais quelqu'un d'important. C'est ça. Je suis comme tout le monde. Hein. Ouais. Souvent, on en revient à. Tu réfléchis, puis le philosophe, souvent, il n'y en a pas nécessairement un qui se considère au-dessus des autres. Tu sais. De mon point de vue, je réfléchis, je m'en viens à mes propres conclusions, mais je dis n'importe qui réfléchit, puis qui va avoir la même expérience que moi, rationnellement, il va arriver aux mêmes conclusions. Je ne suis pas nécessairement supérieur à un autre. C'est juste que j'ai peut-être une longueur d'avance, j'ai peut-être lu plus d'expériences, j'ai peut-être lu plus d'œuvres. Ça fait que je suis rendu à ce point-là, mais n'importe qui réfléchit, on pourrait revenir à ce même principe-là. Fait que souvent, les gens, c'est un peu ce qu'on avait en Grèce, nomoi, on est semblables, on est identiques. Puis est-ce qu'il y a une méthode, mettons, efficace pour se mettre à réfléchir un peu? On dirait que, tu sais, moi, je viens tellement pas d'un milieu, justement, là, scolaire. Là. Fait que, tu sais, j'apprends, là, je lis comme plein de livres en même temps, puis j'arrête dans le livre un, j'en lis un autre. Tu sais, moi, il n'y a pas de limite en rien puis rien. Puis j'ai l'impression que des fois, je me
ma conscience, mon esprit critique, tout se développe. Mais on dirait que je ne suis pas capable d'avoir des procédés pour rien, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas. Les procédés, tant qu'à moi, ils vont venir tout seuls. OK. Puis il ne faut pas que tu t'imposes de limites dans ce que tu vas lire. C'est mieux de toucher à tout pour être capable d'avoir une idée vague au début. Après ça, ça va se spécifier, ça va venir plus circonscrit. Là. J'ai un peu de la misère, moi, justement, avec les experts qui analysent juste une chose tout le temps, puis qu'il y a quelque chose qui va être à 1/8 de pouce de son champ d'expertise. Puis là, je suis pas capable de l'expliquer. Mais élargir un petit peu plus. Dans les lectures, il faut vraiment toucher à tout. Là. Ouais. Puis souvent, il va y avoir des points de regroupement, là, ça va venir se joindre. Là. Est-ce que tu dirais, mettons, qu'un philosophe, c'est un peu un généraliste, dans le sens qu'il connaît l'humain, le monde, l'environnement, de pas trop dissocier de rien, parce que c'est un problème aussi là, qu'on voit, je pense, en médecine, puis tu es tellement, justement, spécialisé dans ça, là, cette petite molécule-là, mais tu oublies qu'elle fait partie d'un humain qui est complexe, qui vit dans un environnement qui est ultimement complexe aussi, tu sais. Fait que tu peux pas rien dissocier de rien vraiment. Peut-être que s'il y a quelque chose en dehors dans ton environnement qui affecte cette petite molécule-là, tu le verras jamais, parce que c'est pas dans ce que tu fais, t'sais. Je pense que c'est un peu les problèmes qu'on a, je viens de dire, mais avec la médecine présentement. Puis tantôt, ça m'a fait penser, là, on dirait qu'avec la société, comme quoi que en haut, avait des redevances pour en bas aussi, puis que c'était réciproque. Bien, moi, une chose qui me fait peur, c'est qu'on dirait que là, présentement, mettons avec peut-être la vaccination, ces entreprises-là n'ont pas... Il ne se passe rien s'ils font mal leur job. C'est ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire ça dans une société. Tu sais, il y a une loi qui dit que si je fais mal ma job, c'est pas grave, personne ne peut me poursuivre. J'ai l'impression qu'il faut être capable de voir plus général puis de se dire, OK, on comprend, là, eux autres, c'est des gros manufacturiers, comme il faut les protéger, mais pas aux dépens des petits. Oui, c'est sûr, on tombe dans deux sujets différents, mais pour prendre le premier, les scientifiques, ce qu'ils font, c'est génial. Là. Parce qu'à maintenant, l'espèce humaine est capable d'arriver, c'est époustouflant. Mais quand on constate quelque chose dans l'histoire, c'est une espèce de désenchantement du monde où est-ce qu'il y a un basculement de la nature et de l'être humain qui passe de la subjectivité. Je suis un être humain, je suis part constituante de la nature. Les Grecs, c'était hyper important, c'était un cosmos, tout était imbriqué. Puis quand l'être humain faisait de la démesure ou de l'excès, en grec, c'est de l'hybris. Bien là, il y avait quelque chose, les dieux, que ce soit une némésis ou peu importe, qui venaient nous redescendre pour on vient sur le point d'égalité. Mais là, tu sais, avec l'avènement des monothéistes qui sont plus individuels, on a révolution scientifique, révolution industrielle, on tombe dans une série plus de performances, puis on objectifie en fait toutes les nouvelles sciences qui sont un petit peu plus peu pratiques. Là. Fait que, tu sais, là, maintenant, je suis un médecin, je sais pas, cancérologue, tu sais, je suis pas là pour identifier le sujet qui atteint d'un cancer, je suis là pour regarder le cancer. C'est un objet, tu sais. C'est pas le résultat d'un problème métabolique. C'est le cancer. Fait que là, on vient dans un sujet, on objectivie, puis c'est sûr qu'on perd ce détachement-là. Tandis que le philosophe, lui, il étudie l'être humain. Fait que c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont plus dans l'objectification, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus subjectif. Le philosophe, en général, vu que on étudie plus le sujet dans son environnement, comment que ça s'incarne, c'est peut-être nécessairement un peu plus généraliste. Mais encore là, le philosophe, il va se spécialiser quand même. On prend n'importe quel philosophe, n'importe quel prof d'université au cégep, ils vont être à l'aise de parler d'éthique, métaphysique, d'épistémologie, mais ça se peut que la logique, ce soit plus son champ de compétences. Puis en étant plus son sujet de compétences, puis la philosophie, même si on est capable de la scinder en différentes branches, ça devient un tout quand même. Fait que, la logique, je vais être capable de l'appliquer dans l'éthique, ainsi de suite. Après ça, on parlait de quoi déjà? Je suis comme parti... Oui, c'est moi qui est parti sur une chaîne, que ça s'en allait nulle part. Sur la médecine, mais moi, je te poserais peut-être une question par rapport à, le mot. Tu sais, tantôt, tu as parlé justement de l'origine des mots, mais philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour de la sagesse. C'est hot. C'est vraiment ça. Puis la philosophie, comme le gros mot qui en même temps, c'est logos, c'est rationalité. Fait que c'est avec la pensée, en réfléchissant, qu'on est capable d'en venir à ça. Puis c'est sûr qu'il y a des idéalistes. Après ça, dans rationnel, on peut
Là, je l'utilise en termes vagues, là, mais c'est pas tout le monde qui se rend d'accord. Ce qui est le fun de la philo, c'est peut-être pas un point de vue qui est adopté par tout le monde, mais après ça, le point de vue rationnel, il peut être impliqué dans un empiriste. Fait que l'empiriste, lui, va dire, il faut se fier à nos sensations. Cette table-là, je la vois brune, la peinture est noire dessus, c'est des vérités. Tandis que l'idéaliste, lui, il considère qu'il y a des concepts universaux qui sont en dehors de notre réalité sensible, qui s'incarnent de manière déréalisée dans le monde actuel. Fait que ce que je vois, c'est pas vraiment ça. C'est des sense data, c'est des données de ma perception qui me donnent ça, mais c'est pas nécessairement réellement ça. L'être, c'est pas nécessairement ça. C'est quelque chose qui est différent. Par exemple, on a le concept, l'idée générale du cheval, mais dans la réalité sensible, je vois plusieurs chevaux qui sont différentes couleurs, différentes espèces. J'ai des purebreds, j'ai des Mustangs. On regarde, il y a différentes sortes de chevaux, mais ça revient au concept général de cheval. Fait que l'expérience sensible, c'est déréalisé. Fait que... Puis, mettons, comment tu décrirais sagesse? L'amour de la sagesse, mais tu sais... Donc, moi, je pense à mon grand-père, puis j'ai une définition de sagesse, mais c'est lui. Puis si je devais, moi, répondre à qu'est-ce que la sagesse, je pense que j'aurais même là de la difficulté. On dirait que c'est un concept extrêmement large. C'est encore un sujet qui est débattu en philosophie puis qu'on n'arrive pas nécessairement à une conclusion. Sagesse, est-ce que c'est d'être expert dans une matière ou sagesse, c'est de connaître un peu de tout puis d'être capable d'entretenir un discours sur tout? Tant qu'à moi, sagesse, c'est plus l'accomplissement justement de la démarche d'autocritique. C'est à force de réfléchir, je me suis bâti une tête, je suis sage. Je suis pas sage à cause que je sais toujours ce qui est bon, ce qui est juste. Et je suis sage parce que je suis capable d'avoir un point de vue, une réflexion. Je suis envenu à être capable de réfléchir sur tout. Ouais, puis tu es peut-être capable de te voir aussi dans un système, tu sais. Ouais. Où est-ce qu'il y a plein de choses qui agissent sur toi, puis de ne pas agir promptement sur quelque chose. C'est plus de te retirer puis d'aller comme vraiment réfléchir. À l'action qui devrait être posée à ce moment-là, la meilleure action selon toi, puis selon qu'est-ce que tu penses que ça va avoir comme impact après. Parce que souvent, je pense qu'on agit sans nécessairement analyser les conséquences de nos gestes, petits, moyens, grands, puis à court et moyen terme et long terme, comme par exemple, qu'est-ce qui est en train de se passer là. Je pense que ça pourrait peut-être être un bon exemple, mais j'ai pas l'impression qu'on agit sagement présentement. En tant que moi, je dirais que je me dis sagesse, là, ça serait peut-être aussi de justement avoir l'humilité de revenir à ses valeurs, puis d'avoir pensé à ça. C'est quoi, moi, mes valeurs qui me drivent? Est-ce que je suis capable, est-ce que je les ai bien définies? Puis de deux, est-ce que je suis capable d'agir par rapport à ces valeurs-là, coûte que coûte? Sinon, je revois mes valeurs. Puis en bout de ligne, c'est de trouver un peu qu'est-ce qui rend la bonne vie bonne, mais c'est vraiment comme unique à chaque personne, je pense. Il n'y a pas rien d'universel là-dedans. Il n'y a pas un sage universel. Mais on en revient au ce que je disais, d'après moi, sage, c'est ça, c'est d'être capable de penser, de peser nos actions, de considérer toutes les variables, puis de venir à poser un jugement. Sagesse, d'après moi, il n'y a pas un point d'accomplissement que c'est pas une échelle de progression, puis je suis rendu à 100%, je suis sage. Tu n'upgrades pas vers la sagesse. On l'a tout le temps un peu, il faut juste le mettre en application. C'est ça, être sage, c'est d'être capable de mettre en application. Ce que tu sais aussi. Oui. Des fois, tu sais des choses, mais tu ne les mets pas en application. C'est ça, là, c'est fallacieux, c'est pas... faut les mettre en application. Oui. Puis j'écoutais de quoi l'autre jour, puis on disait que c'est tellement logique, puis à la limite c'est niaiseux, là, mais tu sais, comme quoi tu agis tout le temps selon seulement ce que tu sais. Puis je suis comme... Ouais, c'est vrai. Fait qu'il faut que tu fasses un effort vraiment pour aller savoir les choses que tu sais pas. Et puis être conscient que tu sais pas des choses. Exact. Ouais. Ça vient, c'est un dilemme que les philosophes font. Si tu sais que tu sais pas, tu vas aller chercher. Mais qu'est-ce que tu sais pas? Bien, tu le sais pas. Fait qu'est-ce que tu cherches exactement? Ouais. Comment tu fais pour aller chercher ce que tu sais pas? Si tu es conscient qu'il y a des affaires que tu sais pas, puis que, comme je disais un peu tantôt, tu lis à gauche, à droite, tu tires dans tous les sens, mais tu es capable finalement de « Ah, bien, il y a ça que je savais pas », puis finalement, tu es capable de faire une idée. Tu tires dans tous les sens, mais sans nécessairement te tirer dans tous les sens. On dirait qu'il y a un ordre dans le désordre. Où est-ce que tu es capable d'aller puiser dans un livre, puis dans un autre sujet, puis à un moment donné, comme tu disais tout à l'heure... Il faut le mettre en commun. Exactement. Tu vas trouver quelque chose là-dedans qui va te faire penser à ce livre-là, tu vas retourner là, puis là, ça va t'amener ici. Puis là, tu vas pouvoir créer comme
un web, une toile par rapport à tout ce que tu es en train de lire présentement, puis de faire un sens pour toi seulement. Je suis en train de lire un livre sur la mort, puis il fait des références à la physique de temps en temps, puis je suis tellement heureux d'avoir lu un livre qui m'a initié un petit peu à la physique quantique, puis mécanique, puis les trous noirs et tout. Là, tu fais les liens et tu es là, wow! Ouais, je suis là. Tu sais, ce monsieur-là qui a écrit le livre sur la mort, tu sais, quelle recherche il a faite pour en arriver là? Parce que c'est profondément comme puissant ce qu'il a écrit, puis tu sais, lui, ça serait le genre de personne que je me dirais, tu sais, un sage, ça serait peut-être ça un peu une autre de mes définitions autre que mon grand-père, tu sais. Oui, c'est ça. On fait moi, un des meilleurs exemples que j'ai de points de recoupement comme ça, c'est, on avait parlé un peu, mais je vais en reparler, le livre Stratégie du choc de Naomi Klein qui expliquait, on part de la procédure psychologique où est-ce qu'on essaie de faire le phénomène de la page blanche avec les agents de la CIA pour interroger les gens. On les réduit, on les déshumanise, fait que finalement, leurs pensées sont en perte de repère totale, ils deviennent un peu une page blanche. Après ça, l'interrogateur se présente comme étant une figure paternelle, une figure de référence. On s'attache à elle, puis là, vu que ça vient de notre nouveau repère, bien, on adhère à tout ce qu'il dit. Après ça, on applique ça sur des systèmes politiques, on applique ça à notre propre job. Là. Mais nos boss sont un peu méchants avec nous autres, ils nous babochent un peu. Là, on est en perte de repère, je fais-tu bien ma job, puis il arrive, puis il dit, ta job, tu vas en faire de même. Finalement, bien, ça passe crème, tu sais. Tout le monde va adhérer là-dedans. Un système politique, on profite d'une catastrophe, on profite de quelque chose qui vient chambouler notre quotidien, on se présente en figure de salvatrice, de sauveur. Puis finalement, ben, regarde, moi je sais pas quoi faire, lui ça va être quoi? J'adhère vers ça. Fait que, tu sais, je lis ce livre-là, je vois des situations, même je lis d'autres livres. Maintenant, je me suis intéressé un petit peu plus au mouvement violent de nationalisme qu'on a eu au Québec dans les années 60-70 avec le FLQ. Puis on regarde les mesures de guerre qui ont été appliquées. En plus, on tombe d'actualité parce que ça fait 50 ans ce mois-ci. Ouais. Il applique ça. Est-ce que c'était vraiment pour descendre un mouvement de cellules on a pris ça de manière immense? C'est un gros bloc monolithique. Ils sont des milliers dans les FLQ. Est-ce qu'ils ont profité du fait qu'il y a eu des enlèvements, il y a eu quelques bombes pour appliquer des mesures? Parce qu'on est en perte de repère. L'armée est dans les rues. Ah oui. Notre quotidien est chamboulé, bien, est-ce que c'était vraiment pour nous protéger ou c'était plus une manière coercitive de nous manipuler pour abattre le nationaliste de la part du fédéral? Est-ce que c'est ça? Fait que tu lis un livre, et après ça, tu fais plein de liens, tu es là, aïe, c'est ça. C'est fou comment un livre peut vraiment changer ta perception là, de A à Z, là, puis faire comme, oh, tu sais, ça, je savais pas, là, puis là, ça vient d'ouvrir. Bien, justement, c'est ça, c'est ouvrir une autre porte grande que tu n'avais jamais pensé ouvrir, tu n'avais jamais pensé que cette porte-là existait. Ça ouvre la réflexion. Ouais. Ou tous les livres de philo, je pense qu'ils servent à ça. Tu lis les conclusions des autres penseurs, puis tu es comme, ben tu sais, il y a ça, puis là, ça t'ouvre à d'autres choses, ça t'ouvre à d'autres codes de pensée, à d'autres. Ben tu sais, faut-tu que je suive la loi ou je suis mieux toujours questionner la loi parce que la loi n'est pas nécessairement en corrélation avec ce qui est bon puis juste. Tu sais, on dit, ben vole pas, tu tues pas. Ben tu sais, si je tue quelqu'un qui est sur le bord de tuer ma femme ou ma mère, à quel point cet acte-là est mauvais? Puis la loi, des fois, ne va pas tout dans le sens de la moralité. Ma femme, ma famille sont atteints d'une maladie qui est curable seulement par un seul médicament, mais qui coûte 2 millions de dollars. Puis moi, je suis en situation de pauvreté. Je suis un SDF sans domicile fixe, puis je ne peux pas payer le médicament qui coûte des millions. Fait que la seule solution que j'ai, c'est de le voler. Mais là, est-ce que le vol, c'est bien ou c'est mal? La loi le proscrit, mais c'est donné les circonstances. On regarde le bien et le juste. Qu'est-ce qui est moral? On dirait que le vol, finalement, il est plus prescrit. Ouais. Est-ce qu'on devrait laisser mourir un humain pour des chiffres sur un ordi, tu sais? Oui, mais le fameux dilemme du médecin fou, là, il peut sauver une personne, mais tous ses organes sont bons, je peux en sauver 5 autres. Est-ce que la vie pose plus que les 5? On en revient au... C'est un autre bon dilemme, ça, ou le fameux radeau. Là. On est dans un radeau, on est 7, on a toutes des positions, des sexes, des races différentes, des occupations différentes sociales dans le bateau. Il y a 5 places, il faut en scraper 2. Qui que je scrape, tu sais? Penses-tu qu'à ce moment-là, ce serait les gens qui diraient « OK, comme Ben moi, j'embarque pas dans le bateau ». Non, t'as pas le choix. C'est ça le dilemme. T'as pas le choix. Non, mais mettons... mettons toi, là, t'es là. C'est quoi la meilleure stratégie pour survivre? Bien, c'est sûr que, tu sais,
tu regardes quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'esprit critique, ben, ça va être impulsivement, ça va être comme je scrape la personne âgée parce qu'elle a déjà fait un bon bout, puis je scrape le malade. Ou exemple, quelqu'un qui est en déficience parce que il est déficient, il a 40 ans, mais d'âge mental, il en a 14, je vais scraper parce que socialement, ils ne sont pas utiles. Mais, OK, mais c'est toi, à l'extérieur du bateau, qui prend la décision pour eux. Pour les 7, c'est ça. OK. Ouais. Parce que moi, je me disais, sincèrement, penses-tu qu'à ce moment-là, mettons que c'est les 7 c'est qui sont impossible dans le ensemble, bateau, à moins tu que tu penses, sois tu penses pas à qu'à moins mettons, que il y en tu aurait sois- un qui dirait, OK, moi, comme je me scrape, tu sais. Ben ça se pourrait. Puis moi, je pense que c'est la beauté de l'être humain, c'est notre libre arbitre. On a le choix de ce qu'on va faire, puis c'est un don qu'on a. Là. Tant qu'à moi, le libre arbitre, je le considère complètement détaché des instincts animaux. L'animal, il ne va pas décider, le porc, il ne va pas décider je mange-tu les déchets ou je les mange pas parce que c'est des déchets. C'est des restants que je donne de charcuterie, je les mange-tu ou je les mange pas. Non, le porc, il va les manger, il a faim. Il n'y a pas de libre arbitre. Nous autres, on est capable de décider. Comme un peu. Je suis à une île déserte, je mange-tu ou je mange pas le rescapé avec moi, tu sais. On a le choix. Le porc, lui, ou l'animal, naturellement, j'ai faim, je fais ce que j'ai à faire pour manger. Tandis d'autres, on a cette possibilité-là. Fait que c'est sûr que l'occupant du bateau qui décide, regarde, moi, je vais me sacrifier, je suis bien avec cette décision-là. C'est sûr que c'est un acte qui demande un contrôle de soi énorme. Tu sais, c'est le philosophe ultime qui, quand tu es prêt à sacrifier ta vie, il faut tellement que tu sois désintéressé. C'est un stoïcien pur et dur qui va dire je veux pas avoir de trouble de l'âme, de comme j'ai sacrifié une personne, j'arrête. Non, cette personne-là, la vie se passe de même. Fait que Puis il faut que tu sois convaincu que ton sacrifice va aider aussi plus les individus sur le bateau. Il faut que tu fasses un call vite là, de dire OK, ça c'est ce genre de monde-là. D'après moi, ils vont voir mon acte. Puis il y a beaucoup de réflexions qui vont en arrière de ça. Ouais, ils vont voir mon acte, ils vont se dire OK, il a fait quelque chose de tellement. Mais tu dois, à la limite, juste te détacher de tout résultat rendu là. Parce que si tu fais quelque chose, c'est sûr et certain que tu ne seras pas là pour observer les résultats de ton acte. Là, mais... T'es mort. Ouais. Quand t'es mort, c'est pour longtemps. Ça, oui. Mais tu sais, justement, à la limite, si tu le fais pour une raison, c'est sûr et certain que tu veux que les gens, peut-être Il faut qu'ils comprennent quelque chose de ça. Quoi, mais oui. Mais en même temps, il y aurait une partie de moi qui serait juste soit complètement désintéressée du résultat parce que je sais pas comment tu pourrais le savoir, mais C'est parce que je me dis, mettons, en tant que philosophe, si tu es là pour le bien commun des autres, il faut que tu t'assures que ton acte soit là pour le bien commun des autres. T'sais, si tu penses que tu pourrais leur rendre plus service en scrapant 2 autres personnes, c'est ça aussi. Là. Encore là, le bien commun, tout de suite, on peut penser, bien commun, c'est je vais me sacrifier. T'sais. Encore là, est-ce que c'est le bien commun, c'est que tu te sacrifies? Parce que peut-être que toi, au final, tu vas apporter plus au bien commun que quelqu'un d'autre. Bien, c'est ça. T'sais, encore là, je vais me sacrifier, c'est complètement désintéressé. Est-ce que c'est ultimement désintéressé ou c'est le abandonné, sacrifice, c'est égoïste? Tu veux passer pour c'est l'être humain. C'est exactement, c'est l'être humain bon, il sacrifie. Non, finalement, lui, c'est peut-être un Achille qui veut être inscrit dans un livre. C'est peut-être quelqu'un qui. Je vais faire ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se souvienne de mon nom pendant des millénaires encore. Tantôt, tu parlais d'Aristote, puis qu'il était l'enseignant d'Alexandre le Grand? Oui. OK. Mais tu sais, ça me fait penser à Alexandre le Grand, qui lui, était même pas capable de se gouverner lui-même, puis c'est pour ça qu'il voulait gouverner le monde. Finalement, c'était vraiment pas un acte désintéressé, puis il n'y en avait jamais assez, il n'y en avait jamais suffisamment. Il voulait comme se prouver. Vraiment. Fait que tu as raison. Là, ça demande encore plus de réflexion. C'est ça qui est hot, je trouve, au moins d'avoir une base de réflexion, de pensée. C'est être capable de faire des choix quand même vite aussi, des fois, qui se basent sur plein de choses. Là, que c'est difficile à expliquer à quelqu'un, mais dans le moment, on dirait que j'ai déjà vécu plein de situations qui m'ont amené à penser ça. Là. Fait que, pour l'instant, je pense que c'est la bonne décision. Tu la revois par après, là, mais avoir un processus pour être capable de prendre des décisions, là, je pense que c'est important. Il faut développer justement notre capacité à réfléchir puis d'en venir à des conclusions en tenant compte avec des prémices hyper rapidement. Puis ça, c'est avec de la pratique. C'est sûr, je reviens encore aux mécaniciens. Là. C'est sûr que s'il s'ouvre à plusieurs trucs comme ça, il va être habitué de pratiquer les codes de pensée, les trucs comme ça, puis il en vient à une conclusion rapidement. Même si tu lis pas 75 000 livres par semaine, puis tu t'intéresses pas à des affaires hyper deep, là, j'ai pas lu l'Ultimé de Platon, que c'est sa conception du monde, ou j'ai pas lu Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, mais c'est pas à cause que tu n'as pas lu ça que nécessairement tu étais plus perdu à prendre des décisions là, hyper rapidement. Ça, c'est comme de la pratique un peu.
Est-ce qu'il y en a des, mettons, soit des citations qui t'aident à vivre un peu ou des passages d'un livre qui ont vraiment changé ta façon de penser et ta façon d'être? C'est sûr que Blaise Pascal, il y en a une en particulier, puis habituellement, cette citation-là est souvent prise hors contexte puis appliquée un peu n'importe quoi, mais c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Des fois, j'ai comme l'impression que ma tête vaut pour beaucoup trop. Des fois, je peux pas juste faire des trucs par envie. On regarde Platon, je l'adore, mais tout ce qui est instinct puis naturel, ça ne marche pas pour lui. Tandis que Blaise Pascal, lui, il va appliquer ça. Lui, c'est plus, c'est sûr, c'est plus religieux. Sens, il dit que ça ne marche pas, les instincts. Il dit qu'il faut que tu surpasses tes instincts. Exactement. Parce qu'en fait, tes instincts, c'est dans la réalité sensible. C'est dans ce qui se vit, c'est « je veux ça tout de suite », mais c'est pas nécessairement l'intelligible. Ça, l'intelligible, il faut que complètement tu te désintéresses des réalités sensibles pour être capable d'avenir aux vraies choses. Parce que ce qui est dans le monde sensible, c'est faux, c'est des illusions. Fait qu'il faut que tu te détaches de ça pour savoir c'est quoi les vraies idées. C'est quoi qui est, mettons, l'idée, c'est quoi qui est chaud, le vrai chaud ou le vrai froid. Des fois, ça peut arriver, là, on se met à la main dans l'eau qui est hyper bouillante, mais tellement chaude qu'on sent du froid, mais c'est du déréalisé. Fait qu'il faut se détacher de ça. Tu dis, je sens rien, tu fais que réfléchir, puis c'est ça qui est vraiment chaud ou froid. Platon, il fait un peu la même chose que ça, tandis que Blaise Pascal, lui, par cette citation-là, c'est comme, lui, c'est religieux, j'aime Dieu, je veux croire en Dieu, mais ma raison dit le contraire. Ça fait pas de sens de croire en un Dieu parce que j'ai aucune preuve. Tout ce que j'ai, c'est des pour acquis. Ça s'est passé de même, ça doit être Dieu, mais tu n'as aucune preuve. Ça, la tête ne peut pas l'expliquer, mais le cœur, il peut l'expliquer. Ça, je trouve ça, c'est une citation que je trouve extrêmement belle, puis que même si c'est pas rationnel, ça a été pensé rationnellement. Je suis en venu à la conclusion de ça. Il y a cette citation-là, sinon, c'est sûr que moi, j'étais un peu... Mais est-ce que tu serais d'accord qu'on rationalise trop dans la vie? Non. C'est parce que moi, j'ai pas l'impression que rationaliser, c'est la même chose qu'être rationnel. Dans le sens que on se convainc de quelque chose d'autre. Je pourrais faire ça, mais dans le fond, c'est pas grave. La plupart des gens, ils font pas ça, fait que j'ai pas besoin de le faire. C'est comme ça que je le vois. Oui, c'est ça. Non, moi, je pense qu'on le fait pas assez. Parce que si tu t'es... Fait que tu penses qu'on est trop dans l'illusion? Oui. Je pense qu'on tient trop les choses pour acquis. On voit des choses, on dit ça va être de même, on ne réfléchit pas vraiment. Puis quand on rationalise, on est des êtres rationnels, c'est qu'on réfléchit, puis j'ai l'impression qu'on réfléchit pas assez, puis pas tout le temps. On s'en fait passer des bonnes, puis on y pense pas vraiment. Puis quand il y a quelqu'un qui y a pensé, qui a été rationnel, puis qui t'arrive devant le fait accompli, tu veux pas rationaliser. Il y a je ne pourrais pas me rappeler son nom, mais c'est un professeur de philosophie au Saguenay. Il a fait une vidéo YouTube qui était hyper intéressante, c'est l'allégorie de la caverne. Puis il expliquait, il vulgarisait très simplement l'allégorie de la caverne, comme de quoi que le philosophe, il sort, il voit... Mais mettons, pour les gens qui ne la connaissent pas du tout, la caverne, ça représente quoi? La caverne, en fait, c'est le mouvement vers l'action de réfléchir. C'est l'action d'être un philosophe. Fait qu'en fait, l'allégorie de la caverne, c'est qu'on fait une situation où est-ce qu'il y a des gens qui passent, qui sont nés là. C'est sûr que Platon, il explique pas comment ils sont arrivés là. C'est des questions un peu superflues, mais il faut juste tenir pour acquis. Les gens sont là depuis qu'ils sont nés, sont enchaînés à un mur, puis les seules choses qu'ils voient, c'est des ombres, parce que de l'autre côté du mur, il y a des gens, on ne sait pas c'est qui les gens non plus, c'est une autre question qu'il faut pas tenir en compte pour comprendre, qui projettent des formes faites dans le bois, qui sont c'est des formes qui vont être projetées avec l'ombre, avec un feu en arrière. Fait que les gens, toute leur vie, ils voient la forme d'un cheval, ils voient la forme d'une maison qui sont projetées. Là, c'est les seules choses qu'ils ont vues en vrai, fait qu'ils tiennent ça pour acquis. Le chemin du philosophe, qu'est-ce qui arrive, c'est que du jour au lendemain, l'humidité pogne, c'est un exemple, l'humidité pogne, il y a de la rouille qui se fait ses chaînes, puis elle casse. Fait qu'il y en a un qui est libéré. Fait que lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il se lève, il va traverser le mur. Finalement, ce qu'il pensait être de la lumière, c'est pas vrai, c'est un feu, c'est de l'illusion. Là, il va être un peu ébloui par ça, il est mêlé, je vois un peu mal. Il va sortir tranquillement de la caverne, puis en sortant de la caverne, là, le soleil, il l'éblouit, il voit absolument rien, c'est quoi ça? Mais finalement, il commence à distinguer des formes, puis il se dit, le cheval puis la maison que j'ai vu en bas, là, je les vois en vrai, Ils sont là, c'est
autre chose que des projections. Puis chez Platon, ces idées-là sont visibles à cause de la lumière du soleil, que ça, c'est l'idée c'est le bien. Le soleil représente le bien. Le bien. Puis c'est le bien qui est capable de nous faire distinguer les vraies choses, puis c'est quoi les idées, c'est qu'est-ce qui est dans le monde intelligible. Fait que là, le philosophe, lui, il voit ça, il fait comme « Hey, fuck, ce que j'ai vu dans la caverne, là, c'était pas pantoute ça vrai, tu sais, je vais aller wake mes gars en bas, je vais leur dire « Hey, les gars, genre, ce qu'on voit, c'est pas bon. » Il redescend dans la caverne, mais qu'est-ce qui arrive si tu descends dans la caverne? Tu trouves quelqu'un qui est super têtu, hein? Moi, j'ai rien que vu ça. Ce que tu dis, je l'ai pas vu. Hein? Fait que là, le philosophe, il se fait tapocher, tu sais, il est là, voyons donc. Là, ce qui se passe dans notre société, c'est qu'on a tous sorti un peu de notre propre caverne, mais ça n'a pas été la caverne pour tout le monde. Fait que tu regardes ces réseaux sociaux, tu regardes dans la vie en général, on a toute notre propre caverne, puis on affronte des gens têtus, un peu comme le philosophe va avoir le contact avec les gens dans la caverne. Les gens, ils veulent pas s'affronter. Ils veulent pas considérer ton point. Puis ça, c'est quand je dis qu'on n'agit pas assez rationnellement, mais là, on n'agit pas rationnellement. Là. Parce que même si la personne qui vient de voir avec une idée, puis est comme hey, « moi j'ai vu ça », c'est peut-être que finalement, bien, regarde, sa conclusion n'est pas vraie, c'est pas un argument qui est valide ou probant, sa forme logique n'est pas bonne. Mais il faut quand même que tu le tiennes en considération. C'est ça, être rationnel, c'est de réfléchir « Ah, bien, il en est venu comment, lui? » C'est sûr, si tu te fermes tout de suite à ce qu'il dit, ça ne marche pas. Là. Puis les réseaux sociaux, c'est en plein ça. Puis c'est ce que le prof du cégep de Saguenay dit. Il dit les gens, par leur profil, les profils, c'est des cavernes. Puis là, quand quelqu'un d'autre qui arrive et dit « Ah, ben moi, je suis contre les masques, ben moi, je suis pour les masques. » Là, ça se tapoche, ça s'envoie des noms. Non, tu sais, à la place, commencer à jaser, bien, comment tu en es venu à la conclusion que, bien, toi, les masques, tu considères que c'est mal? Toi, pourquoi tu considères que la distanciation, c'est bien? Tu commences à discuter, puis là, finalement, ben, t'as-tu pensé à ça? Ce qu'on venait tantôt, t'as-tu pensé à ça? Puis là, finalement, bien, ça se peut que son idée change, mais si lui, son idée, son argument est logique et c'est bien monté, bien, il ne bougera pas de sa position. Mais si tu es capable de devenir. Puis c'est ça, être rationnel. Fait que non, on ne l'est pas assez. Ouais, je crois. N'importe quel. Tu sais, souvent, c'est sûr que, tu sais, Journal de Montréal, Journal de Québec, les pages comme ça sur Facebook, il y a n'importe quoi qui est écrit là-dessus. Puis c'est comme donner que Le Devoir, c'est un média plus recherché. Mais encore là, dans les commentaires, le lectorat du Devoir, ça se pogne pareil. Puis j'en viens comme. Je peux pas croire que tout le monde, peu importe la page Facebook que tu vas, tout le monde se pogne. Mais est-ce que ce serait d'abord un synonyme d'avoir de l'empathie? Tu veux dire par là? Ben, mettons, est-ce que c'est ce que tu parles par l'allégorie de la caverne, c'est de comprendre l'autre, d'essayer de voir ce qu'il voit lui avec ses yeux? Ben, plutôt que de rationaliser. Moi, je dirais plus être rationnel parce qu'empathie, moi, de la manière que je vois, c'est plus essayer de comprendre les émotions de l'autre, comment il se sent. Tandis qu'être rationnel, c'est via l'esprit, la réflexion, essayer de comprendre ce que l'autre pense. Ouais. Comment il est arrivé à ses conclusions, lui. Exactement. Au lieu de comment tu te sens. Ça m'est arrivé une couple de fois, là, de justement, même pas avoir de discussion avec quelqu'un. Puis ça, pour moi, ça me fâche. Tu sais, ben, t'as pas la même opinion que moi, ça sert à rien qu'on. Tu sais, ça m'est arrivé avec un gars qui s'entraînait ici, puis j'étais genre, c'est quoi cette attitude-là, mettons? Tu sais, en tant qu'adulte, j'ai vu toi ce que tu postais, ça sert à rien qu'on débatte. J'ai dit, ben excuse-moi, mais peut-être pour toi, mais moi, j'essaie juste de comprendre, puis je me dis, Kim, t'es plus vieux, t'es plus âgé, tu dois avoir une perspective différente, tu dois être capable de justement éclairer un peu là-dedans, puis moi, je veux savoir pourquoi toi, tu as cette perspective-là, puis à partir de là, moi, j'essaie pas de te convaincre d'un sens. Je te dis mes arguments, puis si toi, t'en as pas, ben j'en viens aux conclusions que j'ai plus raison que toi, tu sais. Je peux pas faire autrement, tu sais. Le terme débat, c'est peut-être même pas la bonne chose, parce que dans ce cas-là, clairement, il y a une personne qui est ultra fermée justement à la discussion, puis on dirait que c'est vrai, là. Si on rentre dans une discussion puis que c'est un débat, ben il y a clairement un gagnant puis un perdant peut-être. Moi, dans cette perception-là, oui. Mais... Moi, ma vision des choses, c'est que, tu sais, vu que l'éducation, je disais précédemment, c'est le plus grand remède, si on commence à tous s'éduquer de notre propre manière, on est capable de faire une chose qui est très générale, très abondante, puis le remède en corrélation avec l'éducation, c'est justement, c'est le débat, c'est la discussion. Parce que moi, je tiens pour acquis que tout le monde, tu sais, on gratte différemment un peu partout. On est capable de trouver des petits bouts de vérité. Là, on arrive avec nos conclusions. Si on les met en commun, finalement, on est capable de faire le plus beau Lego qu'il n'y a pas. Puis ça va être l'universel. C'est en allant chercher comme ça. Là.
Fait que c'est sûr que tu rencontres quelqu'un qui est hyper fermé, il ne veut rien savoir, mais on n'est pas capable de mettre ça en commun. Puis encore là, le concept de débat, moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que l'idée admise débat, c'est une joute. Tu sais, il faut se battre. Tandis que moi, débat, j'adhère plus à ce qui se faisait chez les Artiens, chez les gens qui étaient de la faculté des arts et sciences de Paris pendant le Moyen Âge, que le débat, c'était une méthode d'enseignement. C'est que le professeur présentait une thèse, les gens présentaient des réfutations, des objections, il y a des gens qui venaient adhérer à l'autre thèse. Finalement, ça faisait un ensemble, puis c'était ça qui était écrit. Ouais. Moi, c'est plus ça que j'ai dans la tête quand je pense à débat. Là. Je pense pas à Mais gagner. ça fait penser au logisme, un peu? Oui, exactement. À ce que tu parlais au début, là, de faire une maison. Dans le fond, lui, comment tu les appelais? Les arcistes? Les Artiens. Artiens. Ouais. Bon, ben, eux autres, c'était vraiment de créer une fondation ultra forte, peu importe le sujet qu'ils étudiaient à ce moment-là. Exactement. Donc, à moi, c'est ça. Tandis que là, le débat, actuellement, on s'entend plus que ça va être un débat Trump-Biden. Il y en a un qui va dire t'as fait ça, puis l'autre, il va faire ça, puis don't use the word smart on me. Ça va être juste. Ça marche pas, là, tu sais. Puis en même temps, c'est ça, être rationnel. Tu sais, c'est d'être capable de trouver des prémices qui vont être logiques, des formes qui vont être correctes, au lieu d'attaquer son opposant. C'est pas un combat, le débattre, là. C'est juste faire valoir son point de vue et essayer de trouver quelque chose en commun avec tout le monde. Ouais. Je pense que l'affaire aussi qu'on parlait justement, un peu avec l'allégorie de la caverne, mais comme quoi que les gens ne veulent pas laisser tomber leur illusion. Là. Ils sont comme ils pensent que si ça tombe, bien, si ce qu'ils pensaient s'effondre, bien, eux autres ne sont plus rien. T'sais. Puis je ne me rappelle plus c'est qui parlait de ça, mais je sais que Jordan Peterson en parle, mais dans le sens que, ou c'est Carl Jung, comme quoi qu'on a des idées pour ne pas mourir nous. T'sais. C'est pour laisser mourir nos idées, pour pas nécessairement que. Ça change absolument rien dans ta vie si ton idée est mauvaise. Là. Tant mieux si tu peux la changer puis en avoir une meilleure pour la remplacer. Là. Puis encore l'importance de s'éduquer puis d'avoir un esprit rationnel parce que ces gens-là, ils vont se construire des maisons, mais la charpente n'est pas bonne. C'est sûr qu'eux, ils ont peur que toi, avec tes idées, tu sois la tornade qui va détruire la charpente. Là. Mais si ces gens-là, ils s'éduquent, peu importe la manière qu'ils font, qu'ils cherchent à avoir des connaissances, qu'ils cherchent à débattre, mais ta charpente est beaucoup plus dure. Puis t'as pas peur des tornades, t'as pas peur des autres qui arrivent avec leur idée. Hein. La seule affaire, c'est que tu vas peut-être te dire, finalement, mon bardeau, je vais le changer pour de la tôle parce que finalement, c'est plus durable. Tu avais des meilleurs arguments de mettre de la tôle que du bardeau. Ouais. C'est pour ça que c'est important, justement, la philosophie, c'est clé. Des fois, je dis à des gens, moi, je suis étudiant à l'Université de Montréal, au département de philosophie, puis ils sont comme, oh, la philo, moi, j'ai pas aimé ça. La philo, t'en fais à tous les jours. C'est juste qu'il faut que tu saches identifier, puis il faut quand même. La philo, il faut y aller avec parcimonie, il faut commencer avec ce qui t'attire un petit peu plus. T'sais. Si tu es capable de développer une idée philosophique un peu, mais finalement, quand tu es rendu à 40 ans puis qu'on te dit « Ah, ben ça marche pas », puis que ça fait 40 ans que tu t'es construit cette illusion-là de fausse charpente qui tient pas, qui tient avec un clou, bien, ta vie, elle s'écroule pas. Parce que souvent, nos convictions puis nos codes de pensée, ce que je pense, mes opinions, c'est notre vie. Alors, je vis pour défendre ça. Non, tu vis justement pour que ça se module. Une opinion, c'est de la plastine, c'est de la Play-Doh. On est capable de donner la modeler. Puis, c'est dans quoi ça forge ton identité aussi. Là. Savoir, moi, je suis qui, ben, si tu n'as pas réfléchi. Puis si toi, ça se base, mettons, sur je suis tel genre de personne, puis du moment que quelque chose vient de te prouver que tu n'es pas nécessairement ce genre de personne-là, bien là, tout s'effondre. Je pense que c'est Tom Bilyeu qui en parle aussi là, de justement, lui, son identité, c'était être la personne qui a raison, t'sais. Puis il est arrivé un moment donné dans son entreprise où est-ce qu'il était avec le dilemme, genre, soit j'ai raison, ou soit on fait quelque chose qui va progresser l'entreprise. Puis là, il a fallu qu'il s'assoie un peu avec lui-même, puis se faire comme, tu sais, on a pris cette décision-là pour que j'aie raison, mais Chris, l'entreprise va moins bien. Là. Puis je le savais, là, je voulais juste avoir raison, tu sais. Fait que là, c'est changer son identité pour maintenant être la personne qui apprend. Tu t'en fous, je suis la personne qui est ici, qui apprend puis qui progresse. Fait que peu importe c'est qui, ben moi, je veux continuer d'apprendre puis progresser. Je m'en fous d'avoir raison. On dirait que c'est souvent ça. Même moi aussi, quand je parle à quelqu'un, j'ai pas envie d'avoir raison. J'ai envie d'arriver à une meilleure conclusion avec toi. Mais si, justement, toi, tu penses qu'on est dans une genre de joute puis on se bat, bien, clairement, on s'en va pas à la même place. Oui, exactement. Puis, tu sais, encore là, je suis qui, moi? C'est quoi mon identité? Il y a des gens qui vont être bien simples, je suis un être humain. Je respire, je mange, je dors. C'est ça que je fais. Il y en a d'autres, c'est ce que je pense. Il y en a d'autres, ça va être ce que je suis, c'est ce que j'espère à devenir.
Fait que, tu sais, ce qui se passe actuellement, c'est pas vraiment moi, parce que moi, j'inspire à devenir plus grand, à faire d'autres choses. Donc, encore là, on peut débattre de ça, puis la personne qui est effrontée au concept d'identité, de ben, c'est ce que je pense, puis j'ai tout le temps raison, puis que cette personne-là, le jour au lendemain, tu détruis un peu son rapport d'identité, il est perdu, puis il n'aime pas ça. Mais justement, il faut te mettre dans cette zone de déconfort-là, il faut te mettre dans le bain d'eau froide pour que tu catches un peu que c'est peut-être pas nécessairement ça que tu es comme personne. Là. Ça sert à ça. Il faut réfléchir, il faut en arriver à des conclusions. Là. Puis, tu sais, moi, j'avais des convictions politiques très arrêtées, qui sont encore un peu arrêtées, mais tu sais, au travers au cégep, tu sais, dans mes cours de philo, on a eu des débats, justement, pas des débats des joutes, mais des débats. Puis finalement, je suis en venu à moduler mes idées, ils sont un peu moins radicales, je suis plus modéré. Mais, parce que tu as appris à voir les autres. Exactement. Puis je me suis dit, ben, finalement, tu sais, moi, je suis peut-être arrêté de même. Puis il n'y a pas lieu d'être. Les autres, ils ont des bons arguments, ça se montre solide. Là. Moi, au début, j'étais hyper anarchiste, j'étais contre un pouvoir centralisé, j'étais comme la démocratie, on jette ça aux poubelles, il faut arrêter ça. Puis finalement, je suis comme, ben tu sais, la démocratie, c'est bon, mais c'est peut-être pas dans le système qu'on a actuellement. Il y a des nuances qui s'ajoutent là-dedans. Mais si j'étais complètement fermé, là, c'est sûr que j'aurais été le premier à foutre le trouble, tu sais. Puis comment tu décrirais l'anarchie? Parce que j'ai écouté un podcast dernièrement, puis c'était... Le gars, il décrivait l'anarchie comme étant comme un système d'individus qui prennent responsabilité d'eux-mêmes puis qui se maîtrisent eux autres mêmes. Fait que tu n'as pas besoin, mettons, d'une entité qui gère tout le monde après. Exactement. L'anarchie, là, par définition, c'est absence d'un pouvoir centralisé. Il n'y a pas une entité qui gère à part les autres. Moi, si j'adhère à ça, c'est que l'anarchie, je considère que la philosophie anarchique, le concept d'imputabilité, qui est responsable de quoi, ben on ne s'en détache pas. Ça vient vraiment avec nous autres. Puis quand que tu deviens responsable de ce que tu es des autres, on tombe dans un point de vue un petit peu plus existentialiste, mais quand que tu deviens que je suis responsable de mes propres actes, puis c'est ça qui pèse sur moi, puis ce qui pèse sur les autres, bien, veux pas, ce qui est inhérent à ça, c'est le concept de bien commun. Fait que quand que les gens ils deviennent responsables de leur propre action, ils sont comme « Hey, là, je me fais mal, puis je fais mal à autrui », tu es conscient d'un meilleur bien collectif, fait que la société se porte mieux. On est moins détaché de comme, ben si, exemple, dans les CHSLD, là, ça pogne, ça marche pas, tout est prêt à s'écrouler, il y a plein de gens qui meurent, il y a des gens qui ont juste un bain aux 2 semaines. Mais si, là, on est tous, c'est le gouvernement qui est responsable. On s'en lave les mains. Même à ça, le gouvernement, le présentement, le gouvernement caquiste, ben tu sais, ça, c'est un héritage qu'on a eu du gouvernement péquiste puis libéral, tu sais. Mais si on détruit tout ça, si ça marche pas bien, c'est à cause de nous, chaque individu de la collectivité. Parce que dans un système anarchique, c'est ça. Les structures, si ont été bâties, sont gérées par tout le monde, puis c'est le fruit de tout le monde. Fait que si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Fait qu'on a intérêt que ça marche. Tu sais, c'est pas nécessairement la définition que monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir de l'anarchie. Ouais, ben non, moi, l'anarchie, dans ma tête, c'était les free for all, les mais... punks qui font péter des bombes, là, l'anarchie, là, tu parles de ça, puis tout le monde pense aux scènes de Fight Club où est-ce qu'ils font péter les buildings contre le capitalisme, des trucs comme ça. C'est sûr que ça, c'est des actions radicales, mais il y a des anarchies qui sont plus modérées. Moi, j'en suis un, tu sais. Moi, actuellement, moi, je pense que le système politique ne marche pas, puis c'est avec la philosophie que, en lisant plusieurs conceptions de philosophie politique, que je suis dans ça, tu sais. Dans une démocratie représentative, c'est supposé représenter mes intérêts, mais là, actuellement, le parti qui est au pouvoir majoritaire, il a récolté 35 du 70 de participation. Tu fais le calcul rapide, finalement, ça fait 21 personnes sur 100. Si, mettons, on met ça sur un facteur de 100 pour être gardé, c'est 21 personnes sur 100. C'est même pas le quart de la population qui sont en accord avec ça. Puis là, représentatif, il nous représente, mais c'est pas nécessairement nos intérêts. La conception qu'on a, c'est que je vote pour le moins pire. Fait que, tu vas avoir 4 partis qui présentent 20 promesses chacune. Bien, il y en a un que, c'est 4 promesses sur 20 que j'adhère. L'autre, c'est 3, 2, 1, mais je vais voter pour celui qui c'est 4. C'est lui qui, il y a quand même 16 trucs que tu n'es pas en accord, tu vas quand même voter pour cette personne-là. Ouais. Puis si tu n'es pas en accord avec cette personne-là, il n'y a aucun moyen que tu te présentes à l'Assemblée nationale ou au Parlement pour faire dire « moi, ça, vous réfléchissez à ça ». Il n'y a aucun moyen. Le seul moyen que ça va être possible de le faire, c'est par sondage. Puis aussitôt, c'est hyper simple. Allez sur le site de la SNAT, l'Assemblée nationale, vous regardez la période de questions et ils font la lecture des pétitions puis des pourparlers.
parti au pouvoir et ils regardent leur feed Twitter ou Facebook sur leur iPad, tu sais, ça passe. As-tu l'impression qu'on n'est pas vraiment dans une démocratie? Tu sais, mettons... On n'est pas dans une démocratie. Ouais, c'est ça. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir qu'on a, c'est de choisir ceux qui vont nous représenter. On n'a pas vraiment un réel pouvoir. Tu sais, combien de fois qu'on a... Tu sais, le moratoire, moi, je considère que dans un système représentatif, c'est peut-être l'action la plus directe qu'on a à prendre à faire une décision. C'est le gouvernement qui nous consulte. Tu sais, on va faire un vote, là, ou un référendum. Ça fait combien de temps le dernier? 95? Et ça fait... il y en a sûrement eu d'autres sur des questions un petit peu plus mineures, mais là, c'était quand même important là, de savoir si on se séparait. Mais là, là, les centres de services, les commissions scolaires, on va toutes les centraliser. On va tout faire ça dans un gros melting pot sans tenir compte des régions. Ça va être des centres de services. Mais ça, ils n'ont-tu demandé? Ils n'ont-tu posé la question? Les centres d'aînés, les nouveaux centres vont faire super beau. Est-ce qu'ils nous ont demandé si on priorisait ça ou qu'on revende nos CHSLD, qu'on améliore cette structure-là? Qui est déjà vieillissante puis qui pourrait peut-être être modifiée pour être plus adaptée. Ouais. On n'a jamais posé la question. Le parti est au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Le projet de loi 61. Est-ce qu'on peut bafouer certaines règles qui peuvent être tenues comme importantes pour la majorité du monde pour faire vivre l'économie? C'est à quel point, moi, je considère que l'économie est plus importante que l'environnement. Mais c'est peut-être pas nécessairement ça dans la population. C'est sûr que le gouvernement, l'économie, c'est quelque chose qui est important. Si tu veux que ça se tienne, tu veux générer du PIB, tu veux générer de la richesse par habitant, l'économie, c'est important. Tu veux pas que ta population en entière soit des SDF qui sont là, puis t'as-tu 2 piastres pour un café? Tu veux pas nécessairement ça pour ta population. Fait qu'eux, ils s'inscrivent ça dans le bien commun, mais est-ce que c'est vraiment ça le bien commun? Est-ce que c'est vraiment ça que la collectivité veut? Oui. Puis en même temps, une démocratie, tu es là, puis tu vas aller demander l'opinion des milliers de gens. Est-ce que, un peu comme les réseaux sociaux, est-ce que tu devrais vraiment avoir l'opinion de ces milliers de gens-là? Est-ce que tout le monde est capable de réfléchir un peu? Est-ce qu'ils ont tous le droit de parole égal? Moi non plus, la démocratie, je suis pas... Je pense que là, c'est ça, on voit comme le côté où est-ce qu'il y a une personne qui prend les décisions pour tout le monde, puis où est-ce que on regarde la majorité, puis ça marche pas. Si jamais ça va être discuté de savoir, est-ce qu'on préfère se situer dans les extrêmes ou on préfère trouver un milieu? Là, actuellement, moi, je trouve que ça marche quand même bien, parce que, politique, c'est pas nécessairement tout le monde qui va être intéressé avec ça. Puis avec le système actuellement, si tu t'intéresses pas à la politique, la seule chose que ça implique, c'est d'aller voter une fois ou 4 ans, puis encore là, tu as le choix d'aller voter. Tu annules-tu ton vote ou tu te présentes juste pas? Tu as le choix là. Ça pourrait marcher pour les gens qui ne s'intéressent pas. Mais tu sais, si moi j'ai une opinion à dire, l'exemple sur la gestion de la crise sanitaire actuelle, je suis en accord avec des trucs comme ça, mais on n'a pas notre mot à dire. Tu sais, les gyms, ils ferment, les restos sont fermés. Là. Mais tu sais, vous autres, Jean Boulet, le député d'ici à la circonscription de Trois-Rivières, il est-tu venu vous voir, vous demander « Hey, qu'est-ce que vous pensez? » Ils font absolument rien, tu sais. Ils tiennent pour acquis. Moi, c'est ça que je n'adhère pas. C'est sûr que je dois avoir une démocratie qui est plus directe, mais encore là, on est beaucoup trop de gens. Puis, tu sais, même, on a tendance à dire que la démocratie, c'est le fruit de la Grèce antique. Il y avait la police, les villes étaient gérées justement à chaque assemblée, mais encore là, c'était 5000 personnes, 5000 qui étaient choisies. Les femmes, les métèques sont exclus, les enfants sont exclus. Il faut que tu sois propriétaire d'un bâtiment. C'était-tu vraiment une démocratie directe? Au cégep université, on a l'occasion de faire démocratie directe avec les assemblées générales. Encore là, les quorums sont rarement atteints. Le nombre de gens requis pour prendre des décisions, c'est rarement rempli parce que les gens sont complètement désintéressés, puis les assemblées durent 4 heures. Est-ce qu'on peut vraiment mettre le temps là-dessus pour que chaque personne ait son point de vue? Puis encore là, si tout le monde a son point de vue, il y en a dessus qui leurs points de vue sont plus importants que d'autres. C'est des questions à débat. Oui, c'est dépendant aussi. Dans le fond, tu es dans une société où que la plupart des gens sont, pas dire sont pauvres, mais ils ont besoin de travailler à un point tel où ils n'ont pas le temps d'être au courant de tout ça. T'sais. Puis on dirait que moi, la démocratie, ça me fait pas triper. Puis là, tu parlais de l'anarchie. Je pense que je penche un peu plus de ce côté-là, parce que moi, il y a une phrase de, je sais pas si c'est Socrate qui l'a dit ça, mais que l'individu libre est vraiment libre que dans sa propre mesure de maîtrise de soi. T'sais. Puis, pour moi, c'est ça la vie. C'est ma philosophie, c'est que je vais être libre à un point tel où je me maîtrise moi-même. Puis je me dis, si tout le monde peut être appelé à faire un petit peu plus ça, se maîtriser soi-même, bien, ils vont prendre en considération eux qui est-ce qu'ils sont, puis les autres aussi à travers de ça. Puis on va tous être capable de s'en aller vers une place où est-ce qu'on développe un peu le potentiel humain. T'sais. Mais on dirait que je vois pas comment ça pourrait fonctionner parce que je me dis, je sais pas, ça revient... C'est changer la structure au complet, tu sais.
Oui, puis encore là, on veut-tu vraiment changer la structure? Parce que, tu sais, elle est tellement montée, on en avait déjà jasé, là, pas au podcast, là, bien naturellement, mais on en jasait, tu sais. Là, actuellement, notre système, moi, je le considère qu'il est monté vraiment sur un système de performance, Taylorisme, Fordisme. On est monté sur une chaîne de production. On a des barèmes, des critères à les respecter. Il faut tout le temps... Mais tu sais, il n'y a pas de place à haute. On est vraiment orienté sur, bien, tu vas travailler, tu vas servir à de quoi. Puis ça, c'est quelque chose que Hannah Arendt, une penseure du 20e siècle, elle amène, c'est que l'être humain, normalement, c'est un animal politique, mais on est rendu un animal laborant. On est là pour travailler. Ce qui nous définit, c'est notre travail. Fait que c'est sûr que, tu sais, si là, actuellement, notre conception, bien, c'est que tu travailles pour consommer, puis ça va être ça ta vie, puis tu fais tourner la roue, bien là, la politique, elle est où la place de ça? Il n'y en a pas. Fait que tu te laisses aller par les gens qui ont décidé de prendre le chemin. Puis ces gens-là, de faire ça comme travail. Exactement. Puis ces gens-là, c'est pas nécessairement des gens qui ont... Ils sont encore là, on vient au radeau. Ils sont-ils là pour le prestige? Sont-ils là pour être les héros de la société? Ils sont vraiment là pour le bien commun? On le sait pas. T'sais. Puis il faut se détacher justement de notre société de consumérisme et de performance pour... je ne suis pas anticapitaliste, truc comme ça. Je ne suis pas le gros socialiste communiste. Je n'irai pas faire sauter les fenêtres du Fonds monétaire international. Mais quand même, ma vie, est-ce que ça se résume à une job? Est-ce que ça se résume à un salaire à l'heure? Est-ce que ce que je vaux, c'est-tu 15, 20, 25 piastres de l'heure ou c'est d'autres choses? Moi, je pense que c'est d'autres choses. Puis on revient à ça. J'ai le libre arbitre, j'ai la décision de ce que je vais faire. Je suis capable de réfléchir, je suis doté de raison. Je vais exploiter ça au maximum. C'est ça que j'ai en ma possession. Tandis c'est intrinsèque à moi, j'ai contrôle là-dessus, tandis que ton salaire, ça ne l'est pas. Fait que pourquoi notre société devrait rester calquée sur ce moule-là, puis qu'on ne devrait pas questionner ce qui se passe autour? Là, j'ai l'impression qu'il y a les décisions qui se prennent. Nous autres, notre vie se résume à j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai mon char. Puis encore là, ça, c'est à 18 ans, tu es supposé avoir ton char. Là, à 25, tu commences à penser à acheter ta maison pour avoir tes kids. Là, à 40 ans, tu vas avoir ta crise de la quarantaine, donc là, tu vas t'acheter un gros char. Puis là, prends ta retraite à 65 ans. Puis là, à chaque année, il faut que tu te gardes 2000 $ pour la République dominicaine. Là, ça marche pas. Là. On dirait que tout est calqué sur un schéma puis qu'on doit suivre. Outre l'éducation de comme, ça marche par étapes. Tu as des compétences à atteindre à chaque fois. Puis ça, c'est ça pour le primaire, le secondaire, cégep, c'est un petit peu flou. Université, c'est des crédits. Obtiens des crédits. Obtiens de l'expérience. On dirait un jeu vidéo, carrément. Là. Fais des quêtes, puis à un moment donné, tu vas l'avoir ton épée, là, c'est un papier, il te donne un bac. Ça peut pas marcher de même, tu sais. Mais tu faisais allusion au souper à, justement, une société enfantine. Oui. Tu sais, ça revient à ça. On est réduit un enfant pour être plus facilement. Alors, on aurait encore la stratégie du choc. Est-ce que la stratégie du choc, ça serait quelque chose qui est visible seulement pendant une catastrophe naturelle ou c'est constamment ça? Parce que le système, en tant que soi, c'est une catastrophe. Le système, de la manière qui est conçu, notre vie est bouleversée à chaque jour. Là. Hey, là, si tu n'achètes pas le nouveau iPhone 12 qui sort, là, qui prend des photos à je ne sais pas combien de mégapixels, puis que là, le téléphone, il va se débloquer avec ton doigt, ta face, puis ta largeur d'oreille. J'ai-tu vraiment besoin de ça? T'sais? Parce que on dirait que là, il faut le nouveau jouet. T'sais? C'est comme quand on était jeune. Ouais. Hey, là, ils sortent un nouveau set de Lego Star Wars, ils sortent des nouveaux Playmobil. C'est ça que je veux. T'sais. Il faut se détacher de ça, là, ça ne peut pas marcher de même. Là. Puis l'État, on dirait qu'ils sont. L'État, puis de plus en plus les entreprises, on dirait que les lobbies, des trucs comme ça, est-ce que c'est vraiment les gens qu'on vote qui nous dirigent ou c'est plus les lobbies? C'est une autre question qu'on peut poser. Puis en étant rationnel un peu, en réfléchissant, puis en cherchant à s'éduquer, on vient à questionner, puis on devient plus avisé de ça. Puis c'est notre job comme citoyen de le faire. Mais est-ce que c'est ça que l'État veut tout le temps, de comme essayer de nous réduire le plus bas possible, essayer de nous séparer, de nous scinder, comme ah ben non, vous n'êtes pas une masse, vous êtes différents individus. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Parce qu'ils sont au courant que, par exemple, j'ai 5 doigts, c'est 5 individus, c'est pas mal, un doigt, c'est fait pas mal plus faible qu'un point au complet. Est-ce que c'est ça qu'il veut faire, de nous réduire pour être plus facilement contrôlable, pour assurer l'élite au pouvoir? Ça sonne un peu marxiste, là. Comme les prolétaires, il faudrait peut-être se lever pour faire descendre l'élite. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent? La plupart d'entre eux, ils détiennent tous les moyens de diffusion. Ceux qui possèdent littéralement la culture, c'est eux les mécènes. C'est eux qui payent pour la musique, les arts, puis le cinéma. Tu écoutes Spider-Man 2, mettons. Bien, Spider-Man, c'est un peu l'État est dans la même idéologie. Ah, trouble d'identité. Est-ce que je suis Spider-Man ou est-ce que j'enlève mon Batman? Batman, dans le dernier, avec Bane,
est-ce que je laisse ça ou le 2 avec Harvey Dent, est-ce que je laisse l'institution ou est-ce que je remets mon costume? Tu as un trouble d'identité. Est-ce que je fronte les gens ou j'attends de me faire attaquer? Spider-Man, ben là, est-ce que j'affronte le docteur avec ses tentacules? Parce que là, il attaque Mary Jane. Fait que là, tout de suite, les films transposent. La culture est possédée justement par cette élite-là. Est-ce que c'est ce message-là ou c'est vraiment de la culture, du divertissement qui veut me faire passer? J'ai vu que même en Chine, justement, maintenant, les producteurs de Hollywood sont plus enclins. Mettons, ils demandent l'opinion des Chinois pour être capables de diffuser leurs films en Chine. Fait que si... Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Oui. Qu'est-ce que le gouvernement chinois veut voir dans les films pour qu'ils puissent les diffuser? Le dernier film, le Mulan, qui sort sur Disney, il y a comme eu un mouvement de boycott. Est-ce que ça passe en Chine parce que l'actrice principale, elle a affirmé dans la cohue que il doit y avoir de la répression. C'est Hong Kong, Taïwan, je ne suis pas spécialiste de l'actualité asiatique, mais est-ce que, eux autres, il faut aller les tabasser parce que la démocratie, c'est pas bien? Elle s'est positionnée du côté de la Chine qui faisait de la répression dans ce pays-là, qui essaie d'être indépendant et qui tient à sa démocratie. Est-ce que Disney a cancellé le film parce que ça n'a pas de bon sens? C'est cancellé? Mais ils ne l'ont pas cancellé. Okay. D'après moi, on peut se questionner. Est-ce qu'ils ont pris la décision de ne pas canceller le film, de ne pas le diffuser pour que ça passe en Chine? Parce que Chine ne veut pas, c'est un énorme marché. S'il aurait voulu, si la Chine, ça serait secondaire, puis il y aurait peut-être... On regarde l'actrice, la production a tenu des propos qui... C'est contre nos valeurs. Non, c'est purement économique. Je veux faire du cash. Tu parlais tantôt de se détacher, puis je pense que c'est une des solutions, c'est être capable de... C'est pour ça que je pense qu'on aime beaucoup les stoïques, c'est qu'ils sont vraiment détachés là, du matériel, détachés de leur désir, qui sont un peu plus justement peut-être concernant le matériel. Ou il y a une phrase que j'aimais qui disait, là, c'est que quand ils voyaient des figues qu'ils n'étaient pas capables d'atteindre, au lieu de faire comme « Ah merde, je suis pas capable d'atteindre les figues », ils étaient comme « Non, ces figues-là, même pas j'en veux pas », ils se disent « Ces figues-là sont pas bonnes ». Ça règle. Les stoïciens, c'est de se détacher d'absolument tout ce qu'ils n'ont pas contrôle. Moi, j'ai pas contrôle là-dessus. Pourquoi il faudrait que ça vienne m'apporter du trouble à mon âme? C'est super bien. Puis c'est les stoïciens, ça, ou les épicuriens que je trouve actuellement, je trouve ça assez drôle. Tu vas au Renaud-Bré, tu vas n'importe où, puis ils vendent des kits de vin, soit épicurien, puis c'est vraiment pas en corrélation. Épicure, lui, il classait les plaisirs. C'est naturel nécessaire, naturel non nécessaire, puis vin. Et même l'amour et l'amitié, c'est un plaisir qui est naturel, mais pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Là. Ce que tu as besoin pour vivre, c'est selon ce qui est Épicure, ce qui est pur, c'est je bois, je dors, je suis capable de me procréer. C'était ça. Est-ce que c'est de boire du bon vin? Je me fais une petite grillade à soir, je me fais un entrecôte sur le barbecue. Pas nécessairement. Vraiment, tu as du gruau, là t'es bien. Épicure, est-ce que c'est Epictetus? Non, ça, c'est Épictète. Ça, c'est Épictète, OK. Ouais. OK. Bon, lui, je le connais pas de bord Épicure. Mais j'imagine que c'est par rapport au plaisir. J'ai souvent entendu du monde dire justement je suis épicurien, puis eux autres, dans leur définition d'épicurien, c'était genre je goûte à tout, puis j'aime la vie. Je comprends pas. C'est parce que j'aime la vie, c'est vrai. Dans un sens, c'est épicurien, mais c'est parce que Épicure, ce qu'il propose, la seule œuvre qu'on a, c'est Lettres à Ménécée. Ce qu'il propose, c'est mener une vie hédoniste, une vie où est-ce qu'on atteint le bonheur. Tu essaies de tout, là, je fais. C'est ça, atteindre le bonheur. T'es épicurien, mais c'est pas nécessairement en corrélation. Est-ce que tu crois que c'est une quête qui est noble? D'essayer de chercher le plaisir, le bonheur? Oui. Ouais, mais encore là, c'est quoi le bonheur, tu sais? Est-ce que le bonheur, tu le retires d'avoir vécu que des expériences agréables? Est-ce que, disons, il va hyper freudien, le bonheur, c'est juste de toujours clencher les pulsions de plaisir tout le temps, je cherche tout le temps le plaisir, puis à un moment donné, ou c'est d'autres choses, moi, le bonheur, je me désincarne de tous les plaisirs charnels du corps, puis moi, mon plaisir, c'est de me bâtir une tête intellectuelle. Encore là, c'est une question qu'on peut poser, là, qu'on peut se questionner, c'est quoi mener une vie bien? Mais c'est ça, encore là, combien de personnes vont s'arrêter, puis vont se poser la question de savoir qu'est-ce que le bonheur pour moi? Quand tu n'es pas confronté à d'autres choses, puis tu restes dans ta bulle, et tu ne te poseras jamais la question parce que tu es dans ta routine, puis tu n'es pas bouleversé. Ouais. Je pense que on en parle un peu dans le podcast tout à l'heure, justement, de créer cet espace-là. Puis c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir cet espace-là pour se questionner. Tu es tellement comme
diverti. Tu sais, moi, personnellement, des divertissements, j'en ai pas bien, là. Tu sais, j'aime vraiment ça lire, puis je pense pas que c'est un divertissement. Tu sais, c'est un apprentissage. Tu sais. Ben, checker un film pour checker un film, pour tu sais, oublier. Tu sais, j'ai pas envie d'oublier ce que j'ai vécu. Là, non, tu sais, j'ai envie d'apprendre de ça. Puis s'il y a de quoi, c'est justement de ne pas oublier puis de l'avoir en tête, d'avoir en tête mes expériences pour être capable de bâtir là-dessus ça, dans le futur. Mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a une affaire aussi, il faudrait arrêter d'être éduqué par une télévision. Tu sais, l'éducation, ça se prend sur quoi? Tu en parlais un peu tantôt, mais les médias écrits, là. Tu sais, comment tu fais pour... mais l'éducation, c'est médias écrits, mais c'est aussi de... L'éducation, c'est aussitôt que tu veux sortir de ton chemin, de ton train habituel. Tu sais, peut-être avoir un mentor. Tu sais, le divertissement, là... tu sais, c'est pas nécessairement... tu te réalises pas peut-être individu, la seule chose que tu fais écouter, c'est des blockbusters. Ah ben moi, je viens écouter les Marvel, mettons. Je me clenche juste du Disney ou du Marvel. Ben, c'est sûr que ça, c'est du bonbon, c'est des effets spéciaux, c'est bon comme film. Mais tu pourrais être bien aussi, comme, ah ben je vais me détacher de ces films-là, j'écoute des films d'auteur. J'écoute Burn Man, mettons. Un film où est-ce que là, on voit le clash entre le théâtre puis le cinéma. Puis c'est un film qui est plus pensé, tu as des valeurs philosophiques, tu as des différentes conceptions de la démocratie qui est montrée là-dedans. Puis là, tu te mets à analyser. C'est sûr que ça demande un plus grand exercice de la tête, mais ça te forme peut-être plus qu'un blockbuster, tu sais. Ouais. C'est d'après moi, j'arrête pas de le répéter depuis le début, mais je pense que c'est important, c'est de réfléchir puis d'être rationnel. Mais là, je vais consommer quoi pour me bâtir une tête? Là, tu fais déjà l'action de penser sans avoir écouté l'œuvre, sans avoir consommé le truc. L'écoute de la musique, ça me tente-tu d'écouter du pop, ou est-ce que c'est tout le temps les mêmes 3 accords, puis que la personne qui chante, c'est même pas elle qui écrit les paroles, ou je vais écouter, mettons, plus du low-fi avec des paroles plus réfléchies, c'est déjà du rock ou du métal, même si c'est pas nécessairement du classique, on n'écoute pas ça souvent, mais là, tu sais, du stock à l'œuvre, c'est réfléchi, puis au début, c'est sûr que c'est pas naturellement accessible. Écouter Tchaïkovski ou j'écoute du Chris Potter, jazziste, c'est pas nécessairement tout de suite accessible. Au début, tu es comme, hey, là, il fait juste cracher des chons avec son saxophone, mais tu sais, si tu te mets à réfléchir, hey, OK, il fait ça, là, on utilise des notes majeures, mineures, tu sais, t'as pas besoin de comprendre le concept, mais tu sais, ça s'entend, tu files de comme, ah là, il veut faire véhiculer cette image-là. Puis là, tu es capable de construire une tête, tu vois des images. Moi, écoutez Rihanna, j'ai pas d'image qui me fait dans la tête, là. Il n'y a rien qui se bâtit. C'est bon, ça divertit. C'est un beat qui pogne dans la tête, tu chantes. Mais je ne viens pas à me poser des questions. Mais quand tu viens, l'action de base, c'est je réfléchis qu'est-ce que je consomme. Puis après ça, tu réfléchis au truc sur lequel tu consommes. Puis est-ce que tu fais tout le temps ça maintenant? T'sais, parce que moi, tu vois, tu me parles de ça, bien, moi, j'ai l'impression que ça part vraiment de ton intention. T'sais. Quand c'est d'adresser ton intention. Quand tu t'en vas faire quelque chose, bon, pourquoi tu le fais? Puis juste être conscient de ça, pourquoi tu le fais. Puis de plus en plus que ton intention, ce soit d'apprendre un peu plus, pas juste d'oublier. Oui. Bien, moi, c'est sûr que plus que je suis formé, plus que je me construis une tête, plus que je me suis dirigé vers des trucs peut-être moins conventionnels, mais plus pédagogiques. Mais c'est sûr que je consomme encore du mainstream, du commercial. Hier, j'ai écouté Frozen. C'est quand même bon, c'est simple, j'avais pas me casser la tête, ça me tentait pas. Le soir, je filais pas nécessairement pour ça, j'avais une grosse journée, mais j'ai écouté Frozen. C'était écœurant comme film, là, moi j'ai ri, Olaf, puis ça m'arrive des fois d'écouter des films pour enfants, des trucs comme ça. Parce que moi, je pense que ça, c'est plus gagnant que de choisir juste des trucs qui sont compliqués. Parce que quand tu choisis juste des trucs compliqués, là, moi, je pense que tu fais de l'élitisme. Tu essaies trop fort. Tu cherches à être plus haut que tout le monde. Ah ben moi, regarde, je vais être la plus grosse tête. Non. Moi, je préfère faire un peu de tout. C'est sûr que, vu que j'ai sorti de ma zone de confort, autant dans l'éducation que dans mes jobs, j'ai travaillé au commerce de détail, j'ai fait de l'aménagement paysager, j'ai travaillé pour la Défense nationale, j'ai fait n'importe quoi, Déjà, en ayant fait ça, je me suis déjà fait une culture plus grosse de comme je vais goûter à plus de trucs. Mais je consomme les deux encore parce que je veux être généraliste. Moi, on était à Noël, on était dans un party de famille, puis avez-vous le dernier, mettons, Infinity War, le dernier Marvel? Oh non, moi, écoute, j'écoute juste des films des frères Coen, puis les Nolan qui sont bien compliqués. Les Batman, j'écoute pas ça, mais Tenet, Interstellar, puis je comprends tout. Là. Ça marche pas, t'es pas capable d'entretenir une discussion, puis sans vouloir entretenir une discussion pour être capable d'arriver à des vérités, mais
C'est d'entretenir l'acte d'avoir des discussions. Tu vois, c'est ça. Moi, ça me fait réfléchir justement. Les actions que je pose au quotidien, mais ce que j'aime de tout ça, d'être généraliste, si on veut, c'est d'être capable de me glisser dans à peu près n'importe quelle discussion. T'sais. Puis, soit je suis là, je comprends rien, puis ça me dérange pas parce que je suis en train d'apprendre, ou soit c'est vraiment mainstream, puis on parle des affaires que je suis pas vraiment intéressé, mais je suis un peu au courant, puis c'est ça. Puis en même temps, je travaille d'autres choses quand je suis là, je travaille un peu ma patience, tu sais. En plein ça. C'est pour ça que, tant que moi, la philosophie, tu sais, ailleurs de l'appeler philosophie, c'est un des plus grands biens qu'il n'y a pas, il faut se construire une tête, là. On est être humain, on a une tête, il faut se bâtir, tu sais. C'est un devoir. D'après moi, c'est un devoir, oui. Mais sans être un impératif de comme si tu le fais pas, tu fais dur, mais tu sais, ça serait important, tu sais. Bien, comme dans tout ce qu'on fait, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est de... Mettons, on s'entend, là, la vie, tu vas souffrir un moment donné. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour la rendre moins souffrante? Bien, ce serait de t'amener à être capable de penser pour finir par faire les meilleurs choix, tu sais. Parce qu'autrement, tu es dans ton propre chemin, puis tu vas finir par faire des choix qui sont... Bien, en fait, qui vont t'amener à vivre qu'est-ce que tu dois vivre, là. Mais en bout de ligne, tu sais, est-ce que je pourrais moins souffrir inutilement? Oui, bon, bien, si tu peux t'aider, aide-toi. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, pas moins souffrir, tu sais, quand on est confronté à l'inconnu ou à d'autres, mais comment l'appréhender? Ah ben moi, j'ai mes convictions de même. Moi, je pense que m'entraîner de même, c'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas. Moi, je fais de la force endurance. Tout le temps, là, je fais de la force endurance. Mais tu sais, d'appréhender que, mec, je fasse de la force absolue, tu sais, un rep, mais je pousse mon max. Et là, ça va déchirer, ça va faire mal en chien. Je la trouverai vraiment pas cool, mais ça a d'être d'autres bienfaits. Tu l'appréhendes que, ça ne sera peut-être pas comme que je veux. Même chose, ben moi, je suis sûr que les vaccins, c'est l'invention du gouvernement, mais tu sais, peut-être appréhender que finalement, peut-être les gens qui inventent des vaccins, c'est la compagnie qui invente le vaccin, peut-être pas subventionnée par le gouvernement. Tu sais. Peut-être d'appréhender ça. Fait que là, quand ça se passe, bien, t'es moins détruit de la tête. Tu es plus conscient de... Faut réfléchir. Ouais. Léandre, c'était hot. Ouais. C'était une belle discussion. Ouais, c'est bon. C'était vraiment cool. Est-ce que, mettons, tu parlais de films là, puis peut-être que je finirai là-dessus. Là. Puis on se reprendra, là. On aurait tellement de sujets à pouvoir discuter moi, je suis tout le temps chaud de revenir. Super. Je vais nous préparer d'autres thés. Oui, tu parlais de films comme ça, puis j'aime vraiment ton idée de s'ouvrir comme à des films qui ne sont pas nécessairement de notre répertoire, de notre répertoire parce qu'on est hot, là. Mais est-ce qu'il y en a un autre que suggéré par l'algorithme Netflix, mettons? Oui, que tu proposerais à tout le monde, à nous deux. Moi, je dirais peut-être un film, mettons, puis j'allais dire qui porte à réfléchir, mais peu importe, un film que tu as envie de suggérer pour tes propres raisons à toi, puis peut-être un livre qui pourrait introduire la philosophie pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui veut s'introduire à ça, puis qui voit, après cette discussion-là, l'importance de réfléchir. Bon, bien, tu sais, quelles ressources tu suggérais? Film, le mot... Ouais, ça, les films, moi, je suis un cinéphile. Fait que les films, là, j'en ai écouté pas mal. Peut-être Whiplash. Whiplash, c'est un film en fond, c'est un percussionniste qui est dans une université, au conservatoire. Puis il rencontre un prof qui est un peu non conventionnel. Puis c'est un film que j'ai vraiment pris le temps d'apprécier parce que un des philosophes les plus touchés à comprendre, puis que ça m'a pris longtemps à comprendre, c'est Nietzsche. Puis dans tout ce qui est philosophie allemande, c'est comme Nietzsche, c'est comme un immanquable. Est-ce que tu le lis en allemand? Non, okay. non. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais Whiplash, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Puis que, tu sais, pour juste s'introduire à... C'est le genre de film qu'au début, tu l'écoutes une fois, tu te dis ça n'a pas d'allure. Puis tu l'écoutes une deuxième fois avec une option plus nietzschéenne, de comme, sans être Nietzsche, mais tu sais, si j'oublie ce que je tiens pour acquis, qu'un prof qui crie sur ses étudiants, qui lance une cymbale, qui fait souffrir au sang, tu sors du c'est pas nécessairement mal. Justement, on est dans le truc de sortir de sa zone de confort puis d'évaluer d'autres conventions. Parce que le genre de film, on peut l'interpréter. C'est ça qui est le fun, parce que je pense pas que le réalisateur avait un but comme hey, on va vous montrer que faire souffrir les gens, c'est bien. Peut-être qu'il voulait présenter deux points de vue. Tu l'écoutes d'une fois, tu es comme c'est pas bon. Il y a un des étudiants dans le film qui se tue, puis lui à la fin. Spoiler alert! Ouais, désolé. Mais écoutez-le pareil.
Mais tu sais, dans le film, on voit finalement, ben, le prof, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à l'étudiant de se dépasser de sa condition humaine, de comme, t'es drillé pour faire ça, parce que tu sais, dans la société, quand tu es quelqu'un qui prend sa place, qui est tranquille, qui fait ses affaires, tu es comme bien vu, mais quelqu'un qui veut avancer, qui a peut-être des visions un petit peu plus égoïstes, mais tu sais, de dépassement de soi, ah ben je veux exceller comme être humain, c'est mal vu. Mais quand on voit que le prof, même si sa méthode est loin d'être conventionnelle, à la fin, le drummer, il est hot, tu sais. Quand on analyse de ce côté-là, c'est un film qui est hyper intéressant et qui pourrait montrer qu'il a sorti de nos conventions. Non, ça serait un must, c'est philo. Sinon, pour s'introduire à philo, ben, petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, c'est une bible. Pour vrai, c'est écœurant comme livre, là, juste pour commencer. Puis on veut juste, parce que la philosophie, le pire point de départ, c'est essayer de comprendre les théories les plus compliquées. C'est la pire affaire à faire, mais si on commence déjà à essayer de catcher les codes de pensée puis les procédures pour établir une raison, puis les trucs qui peuvent venir entraver ça, c'est un livre que, d'après moi, c'est un must. Là. Puis tu sais, même dans les libraires, il n'est même pas classé philosophie, c'est un livre de communication. Puis la philosophie, justement, c'est ça, c'est de la réflexion. Si on considère que le cerveau marche comme une procédure logico-sémantique, fonctionne comme un langage, il y a des procédures, ben, il y a un déterminant, il y a un nom puis il y a un verbe. Si on constate que l'esprit marche sur un ordre logique, comme une phrase va se construire, on est capable de construire justement des codes de pensée, des procédures. Fait que ce livre-là, c'est quand on lit de la communication, on est capable justement d'essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. Puis c'est une bonne ouverture à la philosophie, justement, d'essayer de critiquer, comprendre. Puis après ça, ben, quand que j'ai compris des défauts, des objections, je suis capable de construire mes propres théories, mes propres conclusions. Fait que non, ce livre-là... Ça fait que le petit livre d'autodéfense intellectuelle. Petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, ça c'est vraiment... Whiplash. Whiplash, oui. Puis Frozen. Frozen, excellent film. Nice, good job. Bon, ben merci. Puis on prend ça. Yes, sir.